Ouais, gros, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille un invité de marque. Vous ne l'avez jamais vu, mais vous avez peut-être déjà acheté une formation d'un de ses partenaires. Il est partout, il est dans l'ombre, il est très très fort. James, je te laisse te présenter rapidement, compléter cette petite intro avec ce que tu as le droit de dire, parce que tu es l'homme qui a Bien le sûr, plus bien de sûr. NDA dans le business. En vrai, non, je suis pas très très fort, mais je suis très très bien entouré. J'ai des très bons associés. Et c'est pour ça aujourd'hui que William m'a invité, c'est pour avoir deux, trois petites informations supplémentaires. D'ailleurs, on se les distribue toujours entre nous. C'est ça qui fait la différence et ce qui fait aussi une belle amitié avec le temps. Voilà, Baptiste aussi que j'ai rencontré grâce à William. Et moi, pour la petite histoire, depuis 2019, du coup, je suis parti à Panama. J'ai continué en fait à faire le process. Alors, je ne sais pas si on peut dire le même mot que vous de ce qui est le partenaire. Mais en gros, moi, de mon côté, j'accompagne en fait les personnes, les infopreneurs, à développer, on va dire, leur présence en ligne. Donc, ça correspond très simplement. Alors, de mon côté, je pars de zéro la plupart du temps avec ces infopreneurs. Donc, c'est comme si ils avaient aucune chaîne YouTube, aucun TikTok, aucun Instagram. Voilà, on rencontre des personnes, on discute avec eux, on voit si elles ont un high potentiel, donc un potentiel intéressant dans ce qu'elles proposent, dans leurs produits. Et donc, du coup, je fais ça maintenant depuis 2019. Alors, pas réellement depuis 2019, on le faisait un peu à côté, mais vraiment depuis maintenant 2, 3 ans à plein temps. Voilà. Et puis ça marche plutôt bien, on est très content. Suffisamment pour rester à Panama et profiter d'un moitié soleil-pluie. Et Yes. après la présentation. Tiens, Magnifique. bah, on peut commencer un peu sur ça, parce qu'à chaque fois qu'on a des invités, c'est très rare d'avoir des gens qui sont basés en France. Enfin, je suis seul con qui est encore là à payer des impôts. Mais pourquoi tu as choisi Panama? Tu vois, il y a Dubaï, il y a Bali, tu vois, par exemple, comme Baptiste. Il y a Ouais. plein de destinations Mm. qui sont un peu plus connues. Panama, c'est encore un petit peu Ok. Non, mais après, secret, tu vois. non, mais on peut lancer les pics dès le départ ou pas? Vas-y, balance. On part direct sur un Voilà. carton dès le début, là. Voilà. Moi, je dis les choses cash. William, il reste parce qu'il est amoureux. Baptiste, il est parti parce qu'il avait besoin de soleil et de cocotier. Ça, c'est la vérité. Non, plus sérieusement, Bali, je peux pas le faire. Parce que si je me mise à faire Bali, les 7 heures de décalage, devoir travailler le soir, tout de suite, je pense que je le ferai avec une routine. Mais là, maintenant, je trouve qu'à Panama, c'est un peu béni. Attention, je survends un peu mon pays. Après, chacun son avis. Quand tout le monde va dormir, il est à peu près 17 heures chez moi le soir. Et donc, du coup, je peux vivre un coucher de soleil, bon, à moite-moite, parce que j'ai pas que des couchers de soleil non plus, mais je peux vivre une tranquillité de travail, de repos entre 17 heures et minuit, quoi. Enfin, tranquille pour aller dormir, vivre ma vie. Donc, j'ai l'impression, alors je sais pas pour certains, ceux qui veulent travailler la nuit, la meilleure destination mondiale, je pense que c'est Bali. Ceux qui veulent payer des impôts, la meilleure destination mondiale, c'est chez William. Ceux qui veulent forcément avoir leur soirée, être posés, savoir, on va dire, profiter d'un bon morito, par exemple, coucher de soleil, ils viennent à Panama. Voilà. Je sais pas si c'est. Alors, je Ouais, suis ouais. d'accord, mais quand tu prends l'inverse, avec le décalage horaire, toi, tu as l'habitude de travailler le matin ou plus dans la soirée c'est quoi tes Je habitudes? travaille beaucoup le matin. Moi, c'est le matin. Ouais, très le matin. De toute façon, le matin, c'est un bon lever de soleil. Ça, je peux pas me permettre de le louper. Je te taquine. Du coup, ça voudrait dire que, genre, dès le matin, tu te prends full urgence dans la gueule, quoi. Ouais. Tu te réveilles, tu as le téléphone qui sonne de partout, il y a des feux à éteindre de tous les côtés. Donc c'est Ouais. un peu la galère, quoi. Le réveil, il est assez brutal. Alors, morning routine que tu connais sur les vidéos, moi, elle n'est pas du tout la même. Je ne mets pas, je fais pas la Ashton Hall, je mets pas ma tête dans des glaçons dès le matin. Je me lève, je fais une roulade sur le côté en mode pompier. Il y a le vent qui passe par les. T'as James? Le stress, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est une certitude. Sur ça, Je t'as t'i- gagné. Un point pour toi. À je 100%. t'imagine, je t'imagine tellement en mode, tu sais, le pic d'adrénaline instant. Tu sais, t'as ouvert l'œil, t'as le portable qui vibre, il y a le Slack qui est en panique. T'es là, ok, let's go, tu vois, café, bam, bureau. Même pas, tu sais, t'as même pas le temps d'enfiler un t-shirt, t'es torse-poil comme ça sur le bureau. Je t'imagine vraiment comme ça. Et puis, t'as pas eu le temps de mettre la clim, du coup, dans le salon. Du coup, tu transpires, t'es là, t'es comme ça. Ta petite dame, elle sait pas après, elle te regarde, elle se dit, ah, mais c'est qui ce gars? C'est qui? Inès. Qui est cette- Et il y a la buée et tout, j'ai les trucs qui s'allument. Incroyable. Ah, Yes, mais par contre, du coup, la fin de journée, elle est vraiment à toi dans le sens où, quand tu passes une soirée avec ta chérie ou même quand tu vas avoir des potes, t'as pas le portable qui vibre parce que les gens dorment, quoi. La journée, elle est finie de l'autre côté. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait bien lire sur les réseaux. En vrai, ma fin de journée, la petite dame, elle travaille du coup dans une boîte où elle travaille jusqu'à des fois à la maison jusqu'à 1h30, 2h, 3h du mat. Donc, c'est pas très facile de collaborer, mais bon, on fait en sorte. Et moi, du coup, le soir, j'en profite pour aller marcher. Et en fait, quand tu marches,
tu as plein d'idées pour le travail et tu fais en même temps tes scripts, ton travail. Donc moi, j'ai pris mon téléphone et maintenant, et ça c'est vrai, c'est le premier tips du coup de la vidéo. Je pense que depuis son téléphone, parce que j'ai ce que j'ai fait, donc voilà, on peut avoir toutes les applications primordiales. Et en fait, si on vous essayez un minimum de coder ChatGPT avec vos applications telles que Asana, telles que Notion, voilà, YouTube, tout ce que tu peux avoir à côté, du moins tu fais des chemins. Et donc moi, ça me permet de faire rapidement mes scripts, de planifier du coup toutes mes réunions, de faire mes réunions, de scripter mes réunions, de faire des comptes rendus, d'envoyer automatiquement forcément à certaines personnes, plus ou moins, bien sûr, pas encore à 100%, mais je gagne, je t'assure. Tu me disais il y a 6 mois en arrière, travailler avec le téléphone, c'est impossible. Aujourd'hui, travailler avec le téléphone, ça représente peut-être 80% de mes journées. Ouais, c'est ouf. Et du Voilà. coup, toi, tu marches pour avoir des idées et en même temps, tu es sur ton téléphone et c'est. Et tu Comment sais dire. comment c'est arrivé cette idée-là? Depuis que j'ai demandé à ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire pour vivre 10 ans de plus? Tu sais, on a tous ces petites questions Ouais. entre nous, on pose à ChatGPT. Il m'a dit, bah marche mec, marche au moins 20 kilomètres par jour. Donc là, je marche 20 20 kilomètres. kilomètres. Ouais. Ah ouais. Ah non, C'est je donc marche. ça. Ouais. Putain. Allez, je fais une preuve en direct parce que tout le monde va me prendre pour un foufou. Au moins, je coupe, j'avance mes Comment propos. tu traques? Comment je traque? Avec mon application. Donc, je Ok. vais dans mon application et je vais prendre, regardez, vous lisez les 10 dernières semaines. 10 dernières semaines, 20 kilomètres. Si je Ah prends ouais. hier, Ah, il y a un vrai changement parce que tu avais une barre qui était là à 5 kilomètres et là, t'as un gros step up. regarde, si je prends par exemple hier, je dis n'importe quoi, mais regarde. Si je prends là, du coup, bah là, juste cette semaine, bon là, ça compte la journée d'aujourd'hui, je viens de commencer, mais la journée, quand elle sera terminée, je serai à 20. 19 kilomètres. Ah ouais. Donc, non, non. Et Solide. du coup, en vrai, la vérité, j'ai beaucoup moins de stress. Mon anxiété, elle est partie à 80%, à part le matin. Désolé de vous le dire. C'est quand même, je n'empêcherai pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il le dit personnellement, je sais pas si c'est vrai, mais ça développe beaucoup plus tes neurones. Et moi, tu vois, il faut que j'équilibre. Vu que la fin de la semaine, j'aime bien m'arroser. Voilà, coup de morito, de bière avec les copains sur un petit tapas. Ouais, j'avoue la vérité, j'ai des petits problèmes de santé là-dessus. Bah, j'équilibre la semaine, du coup, avec un Ah, tu bon. fais un 80-20. Exactement, exactement. Alors beaucoup d'amis se foutent de ma gueule parce qu'ils disent le mec il est salaud du lundi à vendredi, fait du vendredi au dimanche et c'est un pochetron quoi, tu vois. Alors qu'en vrai non, je suis juste un opportuniste qui essaie d'équilibrer et essaie de garder un mode de vie, tu vois. Mais non, ça aide beaucoup en vrai, ça aide beaucoup et en plus de ça, je travaille beaucoup plus vite. Donc tu fais tous tes rendez-vous, tu marches, tu vois. Tu fais un script, tu marches. Tu fais je sais pas toute une to-do list, tu marches. Ça Je va? suis aussi à 22. Ah mais toi t'es Attends, encore mieux que moi. La semaine j'ose perdra. Il j'ose est pas vous encore mieux que montrer. moi. J'ose pas vous montrer. On essaie. Ah si, William, maintenant tu montres. Moi, William, tu montres. Allez, tu montres. Ah, tout le monde est Ah en ouais, train de Baptiste, tu sortir. vois la sauce. Ah, ça motive. Et Quand tu toi, vois tu Baptiste comme ça, là. cours dans les rivières, dans la forêt et tout. Je pense que t'es bien. Après, ça dépend comment tu traques. Moi, j'ai la Oura Ring. Du coup, ça me suit Ah ouais. peu importe T'as pas où je peur de vais, la tu perdre vois. quand tu cours? Parce que je sais qu'Adam, il la perd souvent. Non, en vrai, Non, franchement, ça j'aime va bien quand tu bien. la prends quand tu la prends à ta taille, ça va. Faut pas Et que le t'en bracelet, sois. bah, le nouveau bracelet qui est sorti, là, je voulais me le prendre. C'est Whoop, le Whoop. Ouais, peut-être, ouais, oups, ouais, je crois que c'est ça. De Ouais, bah ça c'est pas mal aussi. Bah de toute façon, en soi, c'est à peu près les mêmes capteurs, c'est juste l'outil en tant que tel. L'application, elle est pas mal d'Oura, mais le Whoop, elle est très bien. Mais c'est toute façon, stylé aussi, William, tu ça, vois. c'est pas une conversation pour toi, vu que tu marches pas. Moi, je fais du. En fait, regarde, moi, ce qui se passe. Je vais vous partager un petit peu ça. Où est-ce que tu vois les pas sur la Oura? Là, je crois qu'on est complètement, les gars, Alors, mais je non, crois qu'on est complètement. fais pas les pas. Fais les kilomètres. En gros, tu vas dans valeur clé, Ouais. au milieu là, et t'as pas les nombres de pas, mais le nombre de kilomètres. En Équivalence. fait, là, il va tellement s'afficher fort que demain, il va dire à sa femme, plus jamais je me ridiculise comme ça. Non, mais tu vois, quand je vais dans valeur clé, moi, on voit juste que je dors mal. Fréquence cardiaque diurne, objectif d'activité. Ouais. Attendez, c'est Pareil. exceptionnel. On apprend qu'il dort pas, qu'il marche pas. Vas-y, fais-nous un peu ta route. Le mec, le mec, il va. Pourtant, il va prend 20 pilules de biohacking. Non. Allez. En vrai, C'est pas vrai. je m'entraîne. Ouais, par contre, là, j'ai une routine de biohacker. Je suis en train de tester un truc. Ma meuf, elle a un partenariat, donc j'ai des compléments. Genre, je prends peut-être 200 balles de compléments alimentaires par mois, là. Donc, c'est genre, j'ai un stack, mec, j'ai 14 pilules par jour. Mais je teste parce que j'ai un peu bitché sur ça. En vrai, genre, je leur ai dit, ouais, ça sert à rien, machin. Je dis, mais bon, vas-y, j'ai testé. Ça a amélioré. Au niveau, j'avais pas mal de soucis de ventre, digestion, tout ça. Ça a vraiment été game changer, là, les probiotiques, tout ça. Ça, c'est vraiment bien. Et après, tous les trucs en mode concentration, tout ça, je vois pas forcément de différence. Là, je prends quoi? Je prends L-tyrosine, magnésium, rhodiola, bacopa, oméga 3, vitamine C ou vitamine D, je sais même plus. Et moi, j'ai envie de te Euh, dire un truc, William. Je trouve que tes cheveux sont beaucoup plus soyeux.
Ah, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, tout part dans les cheveux. Mais Non, mais il bref. dort pas, quoi. Le mec, il prend pas de complément alimentaire, il est juste plus beau gosse de peau, mais il dort pas plus de Non, mais tu vois, regarde, si je regarde sur Oura, équilibre d'activité, tu vois, mon score, quand tu regardes mes. Tiens, moi aussi, on va prouver. Genre là, tu vois, tu regardes, t'as mes scores d'activité. J'ai 69 en sommeil, donc c'est pas ouf. 85 en activité parce que je m'entraîne presque tous les jours. Mais je marche pas beaucoup. Mais je m'entraîne, tu vois. Donc, du coup, ça compense. Par contre, c'est vrai que je suis assis à mon bureau et je fais presque pas de pas. Et ma meuf, ce qu'elle a fait, elle s'est acheté un tapis et elle marche en même temps qu'elle bosse. Et du coup, elle est posée à la maison. Et ça, c'est incroyable. Depuis qu'elle le fait, bah, Ah elle ouais. fait les 20 kilomètres aussi par jour. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, Ouais. je me dis, je ferais peut-être bien de mettre aussi sur son tapis là. Mmh. Ah bah, si elle fait 20 kilomètres, il va pas avoir beaucoup de temps pour résultat. C'est ça, elle passe sa journée à marcher, je te jure. Elle fait, genre, elle marche vraiment toute la journée. Et moi, je suis là dans ma man cave là. Tu sais, plus le temps passe, plus je suis en train d'agrandir l'espace que je prends dans cette pièce, tu vois. Genre à la base, j'avais juste mon ordi, mon écran. Là, j'ai ma PS5, là, j'ai ma cave à cigares. Là, je commence à avoir un truc. Un C'est restaurant, le. un bar Ah ouais, avec tous les whisky que tu je as te fait. jure. Bientôt, bientôt. Mais ouais, tout ça pour dire, très bien de beaucoup marcher. Moi, là, je suis en train de préparer l'Aerox, donc je me suis remis à courir. Ça, c'est kiffant par contre. Genre, je kiffe le côté où tu explores la map. Tu vois, et c'est ce que tu fais quand tu marches aussi, c'est que il y a une notion où tu t'es à l'extérieur et t'es déconfiné. Parce qu'au bout d'un moment, je pète un plomb quand t'es que dans ton bureau tout le temps. Parce qu'il y a des moments, bah, quand t'es dans le jus et tout, bah, forcément, tu fais des grands 8h, 21h, 22h, 23h où t'es presque pas sorti, tu vois. T'as à peine quitté le bureau pour aller dans la cuisine, bouffer un truc et revenir. Et là, tu deviens fou, en fait. On n'est pas fait pour rester enfermé aussi longtemps. Donc j'aime bien le concept de marcher et bosser en même temps. Je l'ai pas encore essayé parce que j'ai peut-être la croyance que pour que je bosse bien, j'ai besoin d'être posé. Tu vois, genre j'aime bien, tu vois, avoir mon grand écran, avoir mes trucs qui s'affichent bien. Je suis dans ma chaise confortable. Genre, tu vois, je me vois difficilement bosser. Genre par exemple, tu vois, ne serait-ce que des fois écrire des textos en même temps que je suis en train de marcher, pour moi c'est galère, tu vois. Donc je me dis putain, le mec il est chaud quand même. James il est là, il gère il gère 4 business comme ça avec ChatGPT en train de marcher tout ça. J'ai un peu la vision de toi en mode Winston Churchill, tu vois. C'était son mode de réflexion. Il disait pour entre, tu vois, quand t'avais des, il me semble que c'est Churchill où il faisait des retraites, ou quand il y avait des grosses décisions à prendre pour le pays, tu vois. Pendant une semaine ou deux, il disparaissait, il allait à la campagne, il allait marcher à la campagne, tu vois, et c'est là où il savait comment il allait gérer. Mais un niveau de problème qui nous dépasse, tu vois. Genre, le mec, il était en train de se poser des questions sur l'avenir d'un pays, tu vois. J'ai du mal à le croire, Winston Churchill, parce que si je vois les caricatures de l'époque et les photos, niveau santé, c'était pas le top top, le mec. Hein. Niveau santé, C'est Churchill ou Roosevelt, c'est un des deux, je crois. peut-être plus Roosevelt. T'es un peu plus en forme. Un peu plus en forme. Après, Winston Churchill, il était connu, je sais pas si tu connais un peu les Peaky Blinders, tout ça, il était connu pour être dans sa man cave comme toi. Sauf que lui, il avait vraiment son bar derrière et puis il envoyait toute la journée, quoi. Ah ouais. Ouais, et lui, c'est les cigares pour lesquels il est connu, Ouais, Churchill. ouais, exactement aussi, ouais. Yes, Ouais, sacré, yes, yes. sacré Mais tueur. ouais, donc, on va rester un peu sur ta routine parce qu'on a commencé à avoir un bout. Donc, le matin, tu te lèves, gros rush, et après, tu pars marcher et tu règles des problèmes toute la Non, journée. la vérité, c'est que le rush, je le fais en marchant. Ça, c'est la vraie. Ah ouais. Actuellement, depuis les 10 dernières semaines, je le fais en marchant. Alors au début, c'était galère parce que sur le portable, j'avais pas la manip. Mais c'est comme apprendre le piano. Au bout d'un moment, en fait, les 2 premiers jours, c'est compliqué. Le troisième, c'est plus facile. Et au bout d'un moment, tu sais exactement que tu es capable de faire tel type de tâche le matin. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est que la veille, tu prépares ta partie ordinateur et puis ta partie téléphone. C'est-à-dire que la veille, à chaque fois, du coup, ce que je fais, c'est que je regarde mes tâches sur Asana. En regardant ces tâches sur Asana, je vois celles où je suis obligatoirement obligé d'être derrière l'ordinateur. Donc, ça peut être des tâches de script, voilà, qui me demandent beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Ça peut être forcément des tâches de comptabilité. Ça peut être des tâches de publicité aussi, parce que parfois sur l'écran, je vois pas assez bien les choses et tout ça, de créative. Ça peut être sur plein d'étapes différentes, de relance, ou voire même des fois forcément de check-in de certaines choses, mais très compliqué. Et puis souvent, là actuellement, vu qu'on essaie toujours de faire, parce qu'on grandit, on a un peu plus d'argent, on essaie de faire de l'investissement pour pas faire de bêtises sur mon téléphone. Je rentre quand même à la maison vérifier ce que je fais, quoi. Donc voilà. Ok. Donc en soi-même, j'ai 5 heures focus sans utiliser mon téléphone, plus ou moins. Et après, tout le reste de la journée, les 8 heures, les autres, je suis dessus. Par contre, ça me permet d'avoir réellement un rayon entre 6h30 jusqu'à à peu près les 8 heures. Je suis en train de travailler plus ou moins sur mon business, tout le temps. Donc tout le temps, je peux répondre à tout le monde à chaque minute. Donc j'ai une proximité en mode quand tu m'envoies un message, j'ai moins de 2 minutes pour répondre plus ou moins en moyenne dans mes heures de marche. C'est le Ok. truc que je me suis donné, ouais. Et tu fais toujours le même parcours?
quand tu marches? Genre, c'est une routine qui est inscrite en mode, c'est toujours, t'as ton parcours, t'as ton truc? En vrai, dès que je change, c'est la guerre. Je suis obligé de lever la tête tous les 2 secondes. Tu sais, en fait, Ah ouais, le mec, il est comme ça, en mode pilote automatique. tu sais, ça commence. Tu sais, des fois, il y a des voitures et tout. Du coup, je me dis, ah ouais, je peux pas prendre le passage piéton, là, ça va me passer dans ma tâche. Du coup, je fais des tours de parc. Tu tournes dans le bloc? Ah ouais. Ouais, des fois, je fais beaucoup de. Des fois, ça peut même paraître un petit peu. Des fois, tu peux un peu flipper. Parce que des fois, je vais en faire 25, 30 comme ça pendant 4 heures. Les gens, ils me voient passer, je transpire de fou et tout. C'est délirant, quoi. C'est pas très joyeux, quoi. Qu'est-ce que tu préfères à Panama là? Tu vois, parce que du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une destination qui est pas encore très connue. C'est assez, enfin, il y a un petit cercle quand même que tu t'es fait là-bas, mais c'est, tu vois, on parle d'expat. Premier truc auquel on pense, c'est Dubaï. Éventuellement après, c'est Thaïlande, Bali, tu vois, Asie du Sud-Est. Mais du côté, on va dire, les Amériques entre guillemets, tu vois, donc Amérique centrale, Amérique du Sud et même Amérique du Nord, on n'y pense pas forcément. À part le décalage horaire, sur la qualité de la vie à Panama, qu'est-ce qui te plaît ici? Bah, en vrai, la vérité, dernièrement, j'ai proposé à pas mal de membres de la team, en fait, de l'agence, de venir nous rejoindre, quoi, de l'équipe. Mais ils ont tous pas aimé, ils sont tous partis. Ah, Non, moi, ouais. Du coup, je me suis retrouvé tout seul, tu sais, à chaque réunion, je me fais chambrer. Ouais, ton pays, il est nul, il est pourri, il est éclaté au sol. Voilà, ils sont tous partis à Dubaï. Et pourquoi ils Moi, ont dit ça? pourquoi ils ont dit ça? Parce que Panama, c'était une ville de calme. C'est pas une ville multi-activité. Genre, à Panama, avant que tu trouves une Ferrari qui passe dans la rue, il va falloir vraiment faire au moins 30 à 40 km dans la journée, quoi. Donc, la plupart des voitures sont des voitures de base, très simples, des gens qui sont très simples. On est dans un pays où les règles sont un peu décalées par rapport à, on va dire, aux normes européennes. Ça veut dire que ici, par exemple, je dis une bêtise, faut pas non plus tu grilles le feu rouge, mais c'est un peu la guerre dans la rue quand tu conduis. La personne pour te servir de la bouffe, si ça lui prend 30 minutes, pour elle, c'est vraiment qu'elle a été extrêmement forte et donc elle s'est donnée à 100%. Le temps qu'elle te réponde à une phrase et qu'elle répond à sa pote en priorité ou à son pote sur son téléphone, il peut y avoir bien, allez, je dis une connerie, 4-5 minutes, mais ça peut être long, 4-5 minutes. Donc on a toujours ce genre de système. On a des embouteillages qui sont assez difficiles. On n'est pas à Tokyo où les gens sont éduqués. Là, ici, on est dans un pays où ce qui fait la loi, c'est la décision que tu prends les 20 minutes qui vont suivre, tu vois. Même les flics en soi-même, ils en ont complètement rien à foutre du trafic. Tout le monde en a rien à faire. Donc on est dans un pays où c'est un peu les années c'est Far West. 70, les années 60 en France, où les gens se prenaient pas la tête. Alors oui, il y a presque pas de stress. Tu ressens pas le stress dans cette ville. Voilà. Par contre, c'est la maison pour moi. Ma maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas l'impression qu'on est en train de me pousser à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Genre, il y a pas des. Tu t'allumes pas la télé le matin. Celle-ci, le matin, tu allumes la télé, il y a deux, trois dingos qui a fait une manifestation comme tout le monde, mais il n'y a pas de folie. En vrai, tu es posé, tu veux prendre ta voiture, avoir forcément, je sais pas, un mur de son et exposer toute la musique dans la tête des gars du parc du matin, tu peux le faire pendant 365 jours, c'est pas un problème, tu vois. Ok. Tout le monde fait Là, la fête. c'est un chaos, mais un chaos chill en fait. C'est un chaos complètement chill, dans lequel, par contre, où tout type d'entrepreneur souhaitant vraiment immortaliser un moment de pure action, pour lui, ça veut dire s'enfermer à double tour, tout le bordel, ne pas avoir de, tu vois ce que je veux dire, trop de La propositions distraction. pour sortir, c'est un luxe total. Pour moi, pour créer un projet, c'est un luxe total. Donc tu dirais que c'est une bonne destination si tu veux faire une sorte de monk mode où tu veux être dans un endroit où fiscalement c'est intéressant, tu as ce qu'il faut, tu as le nécessaire en termes d'infrastructure parce que j'ai vu un petit peu déjà sur tes stories ou celles de tes associés que je connais, vous vivez bien, tu vois, c'est pas le tiers-monde, clairement pas. En termes Faut pas dire d'infrastructure, il y a c'est ce qu'il le faut. premier hub du Centrafrique, enfin Centre-Amérique. En fait, il s'est dit qu'il est au Panama, mais non, il est en République démocratique du Congo là. Il y a des astuces à un corrélateur, tu vois, des astuces là depuis tout à l'heure. Non, c'est le premier hub du coup de Centre-Amérique. Et en vérité, on peut faire des très belles choses. Et en fait, vu qu'on est central et qu'on a un super aéroport à côté, tu peux aller aux États-Unis, comme tu peux te retrouver au Brésil, en Colombie, au Mexique. Donc, si tu aimes bien toute cette partie latino, très décontractée, on a le sourire dès 8 heures du matin, on ne stresse pas, mais faut avoir une vie de patience. Donc, pas une vie très active en mode tu cherches que tout va vite. Par exemple, tu vois, par rapport à Dubaï, on est tout de l'autre côté. Dubaï, tu commandes une brosse à dents, elle arrive en, je sais pas, en 3 minutes, tu n'as même pas eu le temps forcément d'aller aux toilettes et de revenir. La brosse à dents, elle est déjà là. Ici, tu commandes une brosse à dents. Déjà, je sais pas si tu peux commander une brosse à dents, mais là, si tu commandes une brosse à dents, il y a moyen que le mec, il s'est lavé les dents avec ta brosse à dents avant et il revient le lendemain, quoi, tu vois. C'est cool, Ouais. ça. Mais c'est ça que j'aime bien. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est me poser sur une bière, prendre un tapas, discuter avec des copains et pas me prendre la tête. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est
tu vois, c'est là où je ressens le plus de bonheur, le moins d'anxiété et je suis le plus moi-même. Voilà. Ok, ouais, donc c'est vraiment plus une destination, on va dire slow life. Genre, les choses sont possibles en termes de business et tout, mais t'as une vie, t'as un rythme. Voilà, t'es pas, comme tu dis, dans un hub à la Dubaï où tout va super vite, gros stress, grosse animation. Là, c'est tout l'inverse en fait. Là, personne se compare chez moi. Ah, Ouais. personne te regarde en disant lui il est riche, il est pauvre. Non, on est plus en train de se dire qui c'est qui chill le plus. Il a gagné. Qui est le plus gros chiller? Si par exemple, tu vois une personne posée sur un banc, t'as un peu la rage, t'essaies de faire pareil que lui, cul pop, tu vois. On est plus dans ce Il a eu le banc. on sait que c'est un peu comme ça. Dès que j'arrive et tout, les gars, dans la pharmacie, mais ils sont tous assis sur des chaises, en train de rigoler, se taper le bar. On a l'impression qu'ils sont au resto le soir à 19h, tu vois. Ah ouais, c'est notre culture. Au bout, il y en a un qui se lève, tout le monde le regarde en disant c'est pas facile le taf. Ils regardent le petit RZ, ils disent ça a été, ils se regardent entre eux, ils disent allez, je vais le faire. Et tout le monde compatit avec lui en mode allez, vas-y, tu peux le faire, tu vois. Mais il n'y a pas de Incroyable. raison de travail. Incroyable. Et du coup, malgré le fait que ce soit, parce que c'est ça un peu l'oxymore, j'ai envie de dire. T'es dans un endroit qui est ultra chill. Par contre, t'es un gros bosseur. Enfin, je le sais parce qu'on a bossé ensemble et voilà, je sais comment t'opères. T'es un mec qui est déter et qui fait du business en mode sérieux. Euh, Là, pour basculer un petit peu, tu vois, une autre thématique, en termes de business, est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes euh, les grosses trends par lesquelles toi t'es passé? Parce que je sais qu'avant d'être sur, on va dire ce qu'on appellerait du scale partner, pour prendre une terminologie, gros opérateur, tout ça, enfin, c'est tous ceux qui prennent le terme IPSP, qui le remanient sauce française, et qui choisissent un peu le nom du mécanisme unique. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant qui t'a emmené jusque-là? Bah, plus ou moins, j'ai commencé en rencontrant, bah, du coup, je peux dire son nom, Adam, parce que forcément, il est exposé sur les réseaux. Quand j'ai rencontré Adam, je crois que c'était dans les années un peu 2018, la première trend, c'était le MLM. Et ouais, voilà, les MLM, en plus, c'était le. Attention, encore une fois, je sens déjà qu'il y en a certains qui vont passer en commentaire, ils disent attends, vas-y, commence, dis ta connerie, on va te fumer, mon gars. On va te fumer. Non, pour de vrai, le MLM a été une belle période d'apprentissage. Peut-être pas au niveau mindset, mais tu sais, tu apprends à parler, discuter, tu apprends en fait à faire tes premiers un peu ouais, tes premières armes en vente, quelque part. Si on va pas mentir là-dedans. Donc, il y a quand même des très belles choses. Voilà. Et puis après, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Hein, ça a duré 3-4 mois. Et en fait, après 3-4 mois, on s'était rencontrés là-dedans avec Adam. Et lui, à l'époque, faisait un concours Instagram. C'est-à-dire qu'à l'époque, du coup, c'était un des tout premiers concours. Il montrait comment élaborer un concours sur Instagram et tout ça. Et donc, du coup, je le vois prendre des abonnés. Et moi, j'avais une société à l'époque de dépilation définitive. Ça peut paraître bizarre pour un garçon, mais voilà, il y avait des personnes et tout qui s'occupaient de dépiler des femmes et de leur faire perdre la graisse du ventre. Voilà. Donc, c'était un peu mon premier business en dur. Voilà. Business que j'ai revendu juste après, du coup, pour repartir avec Adam. Et du coup, Adam me propose en fait de partir à Bali. À Bali, on s'entend bien. Et du coup, il me propose de partir avec lui à Panama. Et c'est à Panama où tout commence réellement. Pourquoi? Parce que c'était à peu près septembre, je crois pas, 2019 ou octobre 2019. Au moment où on arrive à Panama, Adam décide forcément de la meilleure idée, du coup, de se lancer en e-commerce. Donc, on était encore dans le milieu dropshipping à l'époque, qui était encore encore un petit peu bien vu. Aujourd'hui, c'est vraiment, si tu le fais, t'es un homme mort. Mais à l'époque, c'était encore un peu bien vu. Et donc, du coup, on se lance un peu dans le dropshipping. Voilà. Ça marche pas pendant 6 mois. Et puis après, ça explose complètement au début du Covid. Donc, je pense qu'au début du Covid, il n'y avait pas vraiment à dire qu'on était des génies pour dire qu'un produit pouvait marcher. Il suffisait de trouver un bon influx ou démarrer une bonne publicité et travailler à peu près 1 ou 2 mois chez soi, on pouvait facilement tirer un petit billet. Donc là, on a eu de la chance. Du coup, Adam, lui, de son côté, a trouvé l'opportunité de travailler sur le marché UK. Et donc, du coup, on a commencé à développer le marché UK. Ça a super bien marché. On a fait plusieurs millions grâce à ça. Donc, on était super contents. Voilà. Et donc, du coup, par la suite, c'est devenu un peu redondant. Après discussion, multiples discussions, c'était toujours les mêmes tâches qu'on faisait tous les jours. Et en vérité, on n'apprenait plus grand-chose. Et aussi, Adam avait à côté, du coup, une agence d'influenceurs. Donc, parce qu'avec tous les influenceurs qu'on avait essayés, on les proposait aussi à nos amis les plus proches qui avaient aussi des boutiques e-commerce. On décide de tout arrêter du jour au lendemain et de se relancer à 100% sur ce que faisait Adam avant de partir, du coup, sur Bali, sur Panama. Ça veut dire qu'Adam faisait de l'infoproduit. À l'époque, il avait une chaîne où il apprenait aux gens, en fait, à exploser, du coup, sur Instagram. Donc, à prendre plus de 10 000 abonnés. Le but encore, je ne sais pas si vous vous en rappelez à l'époque, c'était même pas de savoir convertir, c'était de savoir prendre des abonnés. Devenir juste influenceur, en 2019, ça faisait la diff. T'étais beau gosse, tu vois, quand tu arrives à être influenceur. Et en fait, quand tu apprends petit à petit avec les années que les influenceurs sont ceux qui gagnent souvent le moins,
parce que ils ont simplement des gens qui le suivent et c'est pas vraiment des gens qui achètent. C'est là où vient toute l'importance en fait d'avoir un abonné qualifié. Et donc du coup, on a travaillé ça, je crois que c'était début de Covid, fin de Covid. Donc si je me trompe pas, on était en 2021 parce que le Covid ça dure à peu près 1 an et demi à la maison, plus ou moins. Donc, voilà. Et 2021, là, on démarre réellement avec Adam et on crée du coup plusieurs multiples projets du coup au sein d'une agence encore, donc des projets de closing, des projets du coup de marketing, agence SMMA et tout ça. Et puis après, on s'étend petit à petit un peu plus dans différents types de niches, que ça peut être forcément finance de marché, que ça peut être forcément du coup vidéaste, filmmaking, ça peut être aussi du coup plus chez les filles, parce que aussi là dernièrement on a pris forcément avec nous une fille, ça marche bien, forcément on a une équipe géniale aussi, donc il y a un marché qui s'ouvre pour les filles. Donc le but c'était un peu d'étendre 2 ou 3 idées, 2 ou 3 personnes et de pouvoir monter avec tout ça. Et donc, en fait, depuis mai 2021, il y a eu pas mal de rebondissements, hein, bien sûr. Il y a eu des échecs, il y a eu plus d'échecs que de réussites, c'est la base, bien sûr. Et de l'autre côté, avec jusqu'à aujourd'hui en 2025, on a construit petit à petit à deux cette agence, avec mes associés aussi, parce que là, j'en parle pas, mais dans cette agence, j'ai aussi, surtout en finance de marché, une belle personne qui m'accompagne depuis longtemps, qui est une personne incroyable, un associé exceptionnel, qui sans lui, j'aurais jamais réussi d'être certainement dans ce podcast, d'ailleurs, en parlant de ça. Voilà, il se comprendra, il verra qui c'est. Mais le plus important, voilà, c'est que je le remercie, je passe un bisou. Voilà, on a l'impression que je suis à mon mariage, je passe des bisous à tout le monde dans la clé. Et bon, tu pars. C'est les mecs et tout, il est trop content. Ça, c'est ça d'être dans le noir, que personne te met en valeur. C'est le jour où tu es un peu mis dans la valeur, tu fais des bisous à n'importe qui. On a l'impression qu'on est vu par 2 millions de personnes. J'ai l'impression que t'es en train de passer sur Skyrock, mec. Oh, pas exactement. Ça. Ouais, dédicace au lycée, machin. Mais l'idée, c'est ça. Incroyable. Et puis moi, je me suis surtout personnalisé sur YouTube, en compétences YouTube, parce que c'est là où j'avais plus l'impression d'avoir des retours et qualitatifs. Et puis aujourd'hui, on fonctionne plutôt bien. Mais ce que j'ai remarqué, du coup, directement pour rentrer dans le dur, c'est qu'en fait, le business, la plupart du temps, parce que j'ai écouté aussi ton podcast avec Enzo avant de venir ici. Donc voilà, Ouais, il est sorti hier en plus. il est sorti hier, exactement. J'ai eu le temps d'en profiter pour écouter le podcast. Et il y a quelque chose qui m'a directement marqué dans ce que tu as dit. Tu as dit que c'était le fait de bien choisir du coup les personnes avec qui on travaille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai pas été mauvais pour choisir ces personnes-là, mais souvent, je voulais tellement faire plus en me disant, il y a moyen que je scale à l'horizontale. Ça veut dire que ce que je sais sur une personne, je peux le mettre auprès d'autres personnes. Et tu vois, en ayant discuté même avec un de mes associés que j'ai actuellement, tu vois, en étant sincère tous les deux discutant, en fait, tu as totalement raison dans ton idée. C'est que moi, sur certains clients, je peux être à 100%. Mais en fait, je serais jamais capable, des fois, de proposer ne serait-ce que 10% de ce que je propose à mon client, par exemple, en finance de marché, à 100%. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne réussit pas. Parce qu'il y a réellement presque rien qui est mis en place. Et c'est genre, ça reste le travail de fin de journée ou de 10, 15 minutes. Pourtant, c'est ton client, tu as choisi de le prendre, tu dois respecter, tu dois faire ses responsabilités. Et c'est une erreur énorme que j'ai commis dernièrement, où en fait, je pensais que si je réussissais avec un client, j'étais capable de mettre à 100% avec un autre client, avec les mêmes principes, les mêmes idées, les mêmes choses. Pas du tout. Chaque client est différent, chaque système est différent, chaque produit est différent. Et le fait de penser que tu peux faire 200, 300, 400 avec un client et que tu peux faire pareil dans 6 mois avec un autre, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. Et encore plus si tu n'es pas super bien organisé. C'est-à-dire si tu n'es pas pris de l'avance, parce que c'est là que les gens se trompent, il faut faire ces SOP tout de suite. Il ne faut pas les faire quand tu recrutes, parce que du coup, tu te retrouves avec un nouveau client à lui expliquer les choses, et c'est comme si tu redémarrais à zéro. Tes SOP, tu dois les faire dès que tu les finis. Dès que tu fais un système qui te plaît, qui marche, tu prends 1 heure de ta journée et tu l'expliques, tu le mets sur un Notion, ce que tu veux, tu mets une vidéo à Loom et tu le gardes. Si tu ne fais pas ça, tu perds tout. Tu es incapable de scaler. Donc le scaling à l'horizontale, là, je vais essayer de faire mon mieux et de proposer mon mieux de ce que j'ai avec du coup les clients qu'on a actuellement dans l'agence. Et c'est aussi beaucoup Adam qui s'en occupe. Mais en vérité, avec le recul, je pense que déjà 2 clients qui fonctionnent, 3 clients qui fonctionnent, ça serait incroyable. Donc voilà, ça serait Ouais. incroyable. Et c'est vraiment drôle parce que c'est toute cette réflexion. Bah, on a eu un peu la même réflexion, même moment en fait, dans l'agence avec Baptiste aussi. C'est que c'est tu pêches. En fait, quand les choses marchent très bien, tu peux pêcher par orgueil un petit peu. Ça veut dire que tu as l'impression que tu vas réussir comme ça en un claquement de doigts à reproduire le même truc qui t'a mis du temps et beaucoup d'intensité, d'énergie et surtout de structure, enfin, de guetter les choses au microscope. Ça veut dire que quand tu as un client que tu fais exploser,
bah c'est pas, il y a pas de secret, c'est parce que tu as eu un niveau d'attention et de focus qui était hyper intense sur ce client. Et tu peux pas avoir le même résultat avec un autre client si tu te dis bon c'est bon, ok bah là tu vois je te passe mon SOP, tu fais juste ça et après on se retient au courant et tu passes enfin moins de temps sur le business que tu en as passé sur le premier, tu auras forcément un delta. Et aussi, tu vois moi une analogie que j'aime bien, tu sais, je crois que je vous avais dit à tous les 2 mois quand j'étais jeune, devenir une rockstar. Tu vois, mon délire c'était ça, c'était ma petite backstory, tu vois. Bon, ça n'a pas marché. Mais là, la vision que j'ai dans ce qu'on fait, c'est que j'ai l'impression, c'est un peu comme si on était des producteurs, ok, et qu'on essaie de repérer des talents, et que derrière, tu vois, on investit sur la carrière de ce talent pour qu'il explose et pour que nous, derrière, on puisse structurer le business. Et pour moi, de plus en plus, j'ai vraiment cette vision-là de l'important, c'est vraiment de réussir à choisir les bonnes personnes que tu vas faire exploser, celles qui ont le potentiel. Parce que tu peux donner les mêmes outils à deux infopreneurs différents et ne pas obtenir le même multiplicateur. Parce qu'il va y avoir des cases à cocher, si tu veux. Par exemple, avec BAT, au début, on était hyper sélectif et c'est ce qui a fait que ça a marché sur les clients qu'on a pris au début, c'est qu'on était hyper sélectif. Ça a moins marché sur des clients, on a un petit peu sacrifié certains critères en se disant, ouais, ça va le faire, t'inquiète, on sait faire. Et bah non, tu vois, s'il n'y a pas un minimum au niveau de l'audience, s'il n'y a pas un minimum de traction, s'il n'y a pas un minimum sur certains systèmes, s'il n'y a pas un CA minimum qui rentre, qui justifie qu'il y a un premier market fit, bah derrière, tu peux pas, hein, tu vois, tu peux pas mettre un coup de baguette magique non plus, tu vois. Mais par Bien contre, quand sûr. tu as ce truc qui commence à grandir, tu vois, et qui justifie que ça marche, là, tout le système que tu vas déployer va avoir du sens et va permettre le côté phénoménal sur l'explosion, tu vois. Et on l'a vu sur des clients qu'on a pris en Done With You, tu vois. Ils ont eu tous accès aux mêmes informations, à la même qualité de conseil et au même temps qu'on a passé avec eux. Et t'as eu des multiplicateurs. Ils ont tous eu des bons résultats pour le coup sur cette période-là. Ça veut dire qu'ils ont tous au minimum fait x 2,5 sur ce qu'ils faisaient par mois. Donc c'est une réussite quoi qu'il arrive. Mais on en a un qui a fait, ils ont fait combien ils ont Là, fait fois ils ont 12. fait, Enfin, ils ont plus. fait 1 million en 6 mois. Et Ouais, là, on regrette de ne pas avoir pris des cookies. exactement, c'est ce que je disais dans le pod. Exactement. Mais après, je pense qu'il y a vraiment une espèce de checklist sur tous les infopreneurs sur lesquels on accompagne qui ont en fait, s'ils cochent cette checklist qu'on a reconnue avec William, c'est dans tous les cas, ils sont bons pour le scale. Mais s'il manque une seule case, tu es sûr de pas exploiter le système de chez Monétrice qu'on met en place à bon escient et ça va pas réussir. Donc peu importe qui t'es, le niveau d'énergie que tu mets, etc., tu n'auras jamais les résultats que tu attends, ce qui n'est qu'une chatte. C'est chez qui le Jaguar là? C'est pas fort, hein, c'est pas fort. Le Jaguar. Ce podcast, il part complètement en vrille depuis le début. Mais c'est ça qu'on aime. C'est que tu vois, c'est tellement pur, authentique, tu vois. On est- Tu sais, il y a 300 personnes max qui vont écouter ce podcast. Ça va être 300 entrepreneurs qui sont là en train de se dire, est-ce que je m'expatrie à Bali? Est-ce que je m'expatrie à Panama? Et ils vont se régaler. Je te le garantis. Attendez, je récupère la bête, je vous la ramène parce que le chien, il fait quand même. C'est un molosse de 2 mètres. Bougez pas. Attends, je crois que je sais. C'est quoi comme rat, tiens? Tu vas voir, mais Si je me trompe pas. C'est un chien. Écoutez bien, mais c'est vraiment vrai. On est hyper lourd. Ah, regardez ça. mais on a tous, en fait, ça me fume parce qu'on a tous les trois des chiens hyper virils. Genre, j'ai un caniche nain, tu vois. Toi, t'as une petite boule de poil mignon. Il va nous ramener Maya. Un testoy poméranien. Ah, Ah, moi, il je a sais une bonne même pas où elle est. Moi, j'ai un teckel poil long. Hein? Vas-y, t'en as un. T'as un beau méchant. C'est énorme, c'est énorme. Ouais, putain, on est vraiment viril, les gars. Hein, ça fait plaisir. Incroyable. Non, puis juste qu'on est. Certains diront, ah, ils sont guidés par la baguette par leur femme, ces trois-là. Ils sont guidés. Voilà. Et tu C'est sais vrai, que un peu, en partie. derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Bah, moi, genre, chaque grand homme se cache un petit chien. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Bon, dans les jours, les gars, désolé. Alors, on parlait de, En plus, ce truc, il m'a défoncé. Vas-y, dites-moi. Vous parlez de quoi? on était sur le business, le fait de, voilà, bien, en fait, savoir bien choisir les clients avec lesquels tu veux travailler. En fait, ça dépend de ton business model, j'ai envie de dire. Ça dépend de ton business model dans le sens où si tu es sur un format où tu es très skin in the game, où tu
comme nous, tu vas pas pouvoir prendre un nombre illimité de clients. Les clients que tu vas choisir vont être déterminants sur la trajectoire de ton agence. Versus si tu es sur un modèle, tu vois, formation comme beaucoup le font, où voilà, tu as du coaching, tu as des méthodes, tu as des ressources et tu vends moins cher. Et le mec, bah, tes 10 clients, que tes 2000 clients, ça change pas énormément la donne. Bon, bah là, je vais te dire, peu importe. Mais quand tu dois passer beaucoup de temps à résoudre des problèmes de tes clients à chaque fois avec des consultings et tout, c'est mieux de les avoir bien choisis pour pouvoir les propulser à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire et dédier plus d'énergie. Et la conclusion, c'est ça. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur peut-être, allez, 3 clients, 4 clients où tu es vraiment à l'equity, très skin in the game, tu passes beaucoup de temps avec eux et plutôt que d'essayer de trop en faire et de mal servir tes clients. Et totalement, totalement. Et là, tous les clients, de toute façon, certains peut-être verront la vidéo, ils sauront, tu vois. J'essaie de me battre avec les armes que je peux et je ferai de mon mieux à 200%. Voilà, c'est le plus important. Mais c'est vrai que au fond de moi, je le sais. Je vois mes erreurs, je vois ce que je fais. Je vais me battre, je vais faire de mon mieux. Et je vois, en fait, moi, ce qui me motive le plus, c'est quand je vois les teams avec qui font plus que moi. Et en fait, ça, je peux pas aller dormir si je me sens pas à 100% avec eux, tu vois. Donc ça, c'est ma motivation. Par contre, si je vois que les personnes ont le pied un peu levé, qui font pas grand-chose et tout ça, c'est ça, c'est pas ce qui m'attire le plus et tout ça. C'est pour ça que j'ai quand même un client principal, celui qui est en finance de marché, qui lui, en termes d'associé, est juste franchement, j'ai vu ça toute ma vie. Le gars, c'est un gladiateur. On peut parler là, à ce niveau, on peut parler d'un gladiateur, hein. Une personne qui se réveille tôt, qui se couche tard et qui n'a jamais changé sa routine depuis des années et qui ne s'est jamais permis même de déconner une seule seconde, quoi. Alors, le planning. Tiens, ça va être Moi, intéressant. moi, les gars, Vas-y, lâche. juste, je suis pas d'accord sur le fait de se concentrer sur 3-4 clients en même temps. Quand Pour tu fais du moi, for you, hein, on parle. Hein. ouais, bien sûr. Pour moi, il faut se concentrer sur un seul client et développer avec lui plusieurs projets. Parce qu'il y a toujours le risque qui est, par exemple, un mauvais payeur. En plus de ça, le système que tu mets en place pour un client, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes infrastructures, c'est toujours les mêmes outils, c'est toujours la même team, c'est toujours la même culture d'entreprise. Donc c'est beaucoup plus facile de déployer sur un autre projet toute l'énergie que tu as foutue pendant des années et des années sur. Tu le bascules sur une nouvelle branche d'activité. Et derrière, tu décuples ton énergie. En fait, il faut toujours trouver les effets de levier que tu peux avoir. Et là, le fait de trouver un autre client, d'aller scaler et d'aller rechercher une nouvelle culture d'entreprise, d'aller recruter les bonnes personnes, de remettre le système en place, de demander tous les outils, etc., c'est énergivore au possible. Tu perds 1 ou 2 mois, alors qu'il suffit juste de développer une autre branche avec ce même infopreneur. Souvent, ils ont plusieurs activités. Et l'idée, c'est d'aller trouver qu'est-ce qu'il y a comment trouver cette branche-là. Est-ce que, par exemple, James, tu as des idées? Est-ce que toi, tu as un seul client, un seul produit, une seule offre, et que tu vas scaler? Ou est-ce que tu as réussi à trouver quelques branches pour aller scaler et toujours avec le même infopreneur? On a réussi à développer 2 produits avec le même infopreneur et là, on est en train d'en développer potentiellement un troisième. Donc on a cette partie-là. Après, Ok. moi, je vous le dis, je ne vais pas vous mentir, je suis hyper bien entouré. La plupart du temps, les gens qui m'entourent, que ce soit les managers ou mes associés, sont au minimum 2 à 3 fois plus intelligents que moi. Moi, j'ai qu'une seule qualité, les mecs. Moi, je l'avoue. Vous savez quoi? Je craque en live, j'avoue. J'étais complet. Moi, j'ai le seul talent, c'est de bien m'entourer. C'est-à-dire que j'arrive quelque part, j'ai de la chance et cette chance me sourit. C'est-à-dire que j'ai une personne, regardez, par exemple, on part du principe très simple. William, et tu le valorises, Baptiste. Il est Bien bon. sûr. Voilà. Il est excellent. Moi, je compte par là, je suis tombé sur William. Donc, j'ai eu de la chance. Ah, il a été un manager de rêve. Voilà, un head manager de rêve. Il nous a fait faire forcément plein d'argent, plein de retours. Magnifique. Voilà, pareil. Enzo a été la personne qui s'est occupée du costumer care, de la qualité. Pareil, aujourd'hui, personne exceptionnelle. C'est-à-dire que automatiquement, aujourd'hui, mon plus grand talent numéro un, c'est d'être connecté avec les bonnes personnes. Et je pense que c'est ça. Voilà. Après, le reste, C'est un vrai skill. Parce qu'il y en a qui pourraient dire que c'est de la chance, mais c'est pas de la chance parce que savoir détecter qui sont les bonnes personnes et avec qui tu travailles, c'est un vrai skill. allez, des fois, je me loupe. Hein. Je n'ai pas que 100% de réussite. Bah, normal. Oui, C'est pas possible, ouais. bien sûr. Mais c'est pas pour rien que la plupart des riches, ils font juste du golf, en fait. Genre, les mecs, ils font juste du réseau et derrière, des connexions. En fait, le skills d'au-dessus, ça va être C'est jouer au golf. de t'entourer. Et alors, là, on est en train de skipper, eux, résumer, jouer au golf pour devenir riche. Demain, tu vas avoir plus en coffre de France au golf. Ils vont tous aller au practice, ils vont être là, ils font putain, tant que j'ai pas un bon swing, je peux pas faire 100 K par mois.
Incroyable. Oh, le podcast, je vois déjà le titre. Si t'es pas golfeur, oublie le Ouais. business. Pas golfeur. Si t'as pas un bon swing, tu peux pas gagner 100K par mois. Vas-y, Non, non, mais, désolé, on t'a coupé. vas-y. Non, 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 mais c'est comme Slim sur un podcast là qui nous a retourné le cerveau. Gros, il disait que les mecs à Bali qui bossaient, tu vois, soit dans des coworking, etc., ils avaient rien, entre guillemets, compris. Euh, Quand il allait surfer avec des gars, ce qu'il kiffait, c'est que le gars, sur sa planche de surf, il disait, bah, tu vois ça, ce resto, bah, c'est le mien. Tu vois cet hôtel, c'est le mien. Tu vois ce beach club, c'est le mien. En fait, c'est le fait de, et ce que tu fais très bien aussi d'ailleurs, James, c'est que tu vas marcher, tu vas prendre le temps, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas connecter, et c'est grâce à ça que en fait tu t'entoures bien et tu as de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et je trouve que c'est le skills numéro un, parce qu'aujourd'hui tu peux pas tout faire tout seul, c'est impossible. Ouais, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que je le voyais pas comme un skill, je le voyais comme une chance, en vrai, en soi-même. Bon, il y a toujours une barre de chance, parce qu'on n'est jamais sûr de tomber sur la bonne personne, mais c'est avec le temps, en fait. Et aujourd'hui, quand je me lève, malgré que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de trucs à régler, je vois qu'il y a quand même des mecs qui arrivent à les régler en. Ce que moi, je peux régler en 1 heure, et ils vont régler en 3 minutes, tu vois. Bah, je crois que c'est 50 Cent qui avait cette citation. Il dit, j'ai pas fait Harvard, mais les mecs qui bossent pour moi l'ont fait. Et je trouve que Ouais. c'est assez fort, tu vois. C'est de savoir, en gros, attirer les cerveaux à toi et qu'ils acceptent de travailler avec toi. Et c'est quelque chose que tu fais très bien. Et c'est pour avoir bossé avec toi, James, c'est une de tes grandes qualités. C'est que tu es un des mecs avec qui j'ai bossé qui a le plus d'humilité sincère. Et ça veut dire que genre ça donne grave envie de se défoncer quand on bosse avec toi, je te jure. Genre c'est que tu te sens respecté, valorisé et ça te pousse à la perf. Donc ça fait partie des skills. Putain, ça y est, l'alerte, l'incendie a commencé là, James. C'est parti. Ce podcast, mon gars, je suis complètement désolé, les mecs, hein. Je pensais pas que Non, ça mais allait être tellement- le mec est trop busy. T'aurais dû partir en mode, tu sais, tu mets zéro notification en marchant là. Ça aurait été drôle que tu nous fasses ça. T'as tes 60 tours de parc là. D'ailleurs, les gars, je vais avoir les dispo pour que j'aille marcher. Non, Ouais, non, mais non. il y a. Ah, mais, non, mais en vrai, je sais pas si tu l'as ressenti, tant mieux. Je te promets que certains l'ont pas ressenti aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ressent ça. Mais j'essaye petit à petit de le faire ressentir à tout le monde. Et un truc que tu disais aussi dans le podcast que vous avez fait, du coup, que tu as fait avec Enzo, et qui est super intéressant, tu disais, si ton turnover, il est moins de 4 mois, c'est que tu es éclaté en management. Et tu sais, il y a plein de fois où j'ai déconné, où mon turnover était à moins de 4 mois. Je me suis dit, tu sais, je l'ai pris un peu pour moi. Je me suis dit, Ah ouais. pas tant, collègue. Il y a des moments, tu recrutes une personne, tu sais, t'es énervé de ta semaine, t'as passé une semaine compliquée, tu veux que le mec il fasse le travail comme ça, tu lui envoies le CP, le taf, et il te rend un truc, ça ressemble à rien. Tu vois? Et tu dis, j'ai deux solutions. Soit je le vire maintenant et je trouve une deuxième personne, soit je me casse la tête et il risquerait que je mette des mois à lui expliquer exactement comment Ouais. faire cette stratégie marketing. Et donc, du coup, tu es tiraillé quelque part, voilà. Et puis, tu n'as surtout pas le temps Moi, je sais pas si ça vous le fait, mais je trouve que parfois, je saccage mes recrutements très mal. Je les fais très mal, mes recrutements. Donc, voilà. C'est pour certains pensent que je les fais bien, mais en vérité, il y a juste la partie des gens qui restent qu'on a l'impression que c'est bien, mais en vrai, je les saccage. Parce que des fois, j'ai tellement besoin d'une personne sur une tâche, je vais prendre 10 personnes, et je vais me mettre 3 jours pour recruter, et je vais envoyer une personne là-dessus qui se débrouille. Mais en fait, en 3 jours, tu n'as pas réellement le fin mot de l'histoire. Tu as une partie, si tu veux. Et donc, du coup, tu te retrouves avec une personne. Voilà. Et moi, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai un petit côté humain. C'est-à-dire que tu peux vite me toucher dans mon humain si jamais, genre, je sais pas, tu as un problème avec ta famille, tu es en difficulté, tu t'es obligé de travailler ce mois-ci, je vais te garder par peine, tu vois. Et je peux pas te virer, tu vois? C'est comme hier, je disais à un ami, là, je suis en train de voir ce qui se passe, entre l'Iran et l'Israël. Je vois le pétrole qui gonfle. Je devrais poser mon argent sur le pétrole. Je suis incapable de le faire directement. Alors que oui, je fais plein d'investissements qui impactent le monde à chaque fois, mais là, c'est un investissement direct. Et du coup, je me retrouve être le tout seul de la bande de tous ceux qui investissent autour de moi, avoir une excuse totalement pourrie, et du coup, je peux pas investir. Et tous les jours, je vois les copains qui me disent: «Ah, j'ai pris 1 000, j'ai pris 2 000», et moi, je suis là, je peux rien faire, Ah tu ouais. vois? Je me retrouve dans Bah, cette situation. Alors, ouais, ouais. bon, c'est un gros défaut ça, hein. Je te dis que parfois tu peux garder des personnes longtemps dans ton entreprise, tout simplement parce que tu as pas envie réellement de les impacter. Attention, après des fois j'ai des trucs beaucoup plus sévères et beaucoup plus secs. Mais ça, Ouais, c'est bien quelque sûr. chose qui peut vite t'impacter dans ta boîte. Je sais pas si vous, ça vous le fait de votre côté?
sur certaines personnes, ou sur des choix que vous avez pris et que vous n'êtes pas capable de dire non tout de suite et du coup vous vous laissez traîner et en fait à la fin c'est juste un bordel sans nom. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé avec des closers. En fait, c'est le paradoxe de l'empathique. Ça veut dire que ça fait quand tu es empathique comme ça fait que tu crées un vrai lien avec tes équipes et qu'elles te enfin, tu vois il y a une forme d'appréciation qui va dans les deux sens où ils ont plaisir à travailler avec toi, tu as plaisir aussi à travailler avec eux et tu crées en général une bonne culture. Le penchant de ça, c'est que du coup, dans le moment difficile, tu vas soit avoir tendance à procrastiner un peu la décision d'arrêter avec la personne, soit la garder pour les mauvaises raisons. Parce que à un moment, tu vois, on est là pour remplir une mission. On peut comprendre qu'il y a un contexte. Tu vois. Évidemment, je vais pas virer quelqu'un. Enfin, t'es humain. Le mec, je sais pas, il a un décès dans sa famille. Tu peux dire, ouais, bah écoute, fais ton deuil et on se revoit dans 3 mois. Tu vois, quand tu seras redevenu performant. Tu vois, c'est inhumain de faire ça. Mais pour le coup, bon, je prends un exemple un peu sorti du chapeau, mais t'as des fois des personnes que j'ai gardées en espérant, en ayant l'illusion que j'allais pouvoir les transformer. Ouais. En mode, tu sais, l'attitude du coach. Tu te dis, ok, je pense que tout le monde est coachable et en fait, je vais la coacher à fond, je vais prendre du temps avec et je vais vraiment l'aider à faire la différence. Sauf que tout le monde ne peut pas, enfin, tu peux pas prendre un âne et en faire un cheval de course. Ouais, c'est clairement. Entre guillemets, tu vois. Et des fois, c'est ton erreur d'avoir recruté la mauvaise personne et d'avoir surestimé. Encore une fois, c'est de l'orgueil souvent. C'est quand tu vois, t'enchaînes des bons recrutements. T'as l'impression que t'as l'œil, j'ai le flair. Je repère les prochains top closers, tu vois. Genre, en fait, c'est vraiment, c'est humain, hein, c'est un biais. Hein. C'est comme quand tu commences à gagner, tu vois, en bourse, par exemple, t'as l'impression que ça y est, t'es devenu Nostradamus. Tu es là, non, mais là, je le sens bien, là. Ah, en crypto, on en connaît pas mal des comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Baptiste, ouais. Ouais, l'idée c'est toujours savoir faire preuve d'humilité et retomber sur tes critères, un peu ce qu'on disait au début aussi, tu vois, pour bien choisir ses clients, c'est savoir, ok, c'est quoi ma baseline, quels sont les trucs, tu vois, que je veux voir systématiquement chez la personne, et s'ils y sont pas, je sais que je pourrais pas, moi, transformer complètement la personne, et savoir détecter. Ça veut dire qu'une personne que tu recrutes, pour moi, ce qui est important, c'est les valeurs fondamentales. Ça veut dire que, tu vois, la compétence, elle peut s'acquérir dans une certaine mesure. Les valeurs, ça ne change pas trop. Donc, je recrute sur un set de valeurs. Tu commences à coacher la personne et en fait, il faut très tôt voir si, au fur et à mesure des coachings que tu fais avec elle, il y a déjà une progression ou si tu vois, ça progresse presque pas, bah, c'est que tu es peut-être en train de miser sur le mauvais cheval. Et vaut mieux parfois, tu vois, se séparer d'une personne au bout d'un mois, tu vois, te dire, ok, bah là, on a essayé, on a testé, on s'était fixé une baseline sur du closing, par exemple. Je vais dire, bah voilà, je vais te donner 10 calls. Sur les 10 calls, il faut que tu fasses 2 closes. Si tu n'as pas fait 2 closes, tu vois, c'est un peu arbitraire. Mais si tu n'as pas fait 2 calls sur les 10 closes, ciao. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un truc, tu vois, sur lequel on se met d'accord dès le début et qui me permet de pas émotionnellement être trop engagé. Mais cette personne que tu vires, est-ce que tu l'envoies au golf? Du coup, je dis, là, écoute, ce qui va pas, c'est ton swing. Parce que- Clairement, t'es pas assez assertive sur, le- sur la rotation de bassin. Là, c'est Ouais, pas de toute closé. façon, quand je t'envoie une semaine au golf, tu reviens. Je t'envoie une semaine. Écoute, je pense call parce qu'il faut que je t'envoie une semaine au golf. Il y a rien contre. Au business. Mais ouais. Mais du coup, ouais, c'est ce qui est pas évident. Et dans tes recrutements, pour une pépite que tu vas recruter, il y en aura, allez, sur 10 recrutements, tu vas recruter une pépite si tu es bon, 4-5 qui seront bons, euh, 2 qui seront moyens et 3 qui seront là, tu vois, à peu près. Tu vois, si tu dois prendre une proportion un petit peu au chapeau. Et bah, quoi qu'il arrive, il va falloir. Enfin, les Anglais, ils ont une expression pour ça. Ils disent hire slow, fire fast. Genre, en gros, tu recrutes lentement, mais tu vires vite. Et c'est ça qui est dur quand tu es humain, c'est le côté virer vite. Tu vois, on a du mal un peu, on a toujours l'impression que la personne, elle va pouvoir s'améliorer. Et je me suis plus souvent trompé en me disant, tiens, mais je sens qu'il y a un potentiel qui va se réaliser. Au final, pour un mec où le potentiel s'est réalisé, il y en a 10 qui m'ont fait perdre du temps en coaching, de l'argent, etc. Parce que bah, ça y allait pas. C'est là où je recommande fortement, quand tu es closer ou manager closer, de ne pas lire le livre Comment se faire des amis. Parce que là, là c'est l'effondrement de la boîte. Tu gardes Ouais, tout le monde, tu essaies de faire plaisir à tout le monde. Bah, après, ton business, c'est pas l'Arche de Noé. Hein. Ouais, Tu vois, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois, t'as des critères, t'as des standards, ça peut bien se passer, mais réussir à garder les personnes pour les bonnes raisons et les laisser partir ou les faire partir si, tu vois. Moi, c'est comme ça souvent quand, tu vois, il y a un closer qui rentre dans une zone, on va dire zone orange, tu vois, genre ça va pas trop. Je lui pose un standard, je lui dis, ok, bah là, tu vois, c'est simple. Là, c'est les résultats que tu as eu sur les 2 derniers mois, on est en chute libre.
Là, si ça continue comme ça, je vais pas pouvoir te garder. Donc là, il te reste, je te donne 5 calls. Si sur les 5 prochains calls, tu ne fais pas au moins 1 ou 2 closes, on va arrêter là. Ça te semble faire? Oui, non, tu vois. En fait, j'essaie toujours d'avoir un accord et ça le prend pas par surprise. Donc, il sait qu'à la fin des 5, il les a pas fait. Bon, bah, c'est ciao. Mais par contre, s'il les a fait, derrière, en plus, quand tu mets un petit coup de pression comme ça, j'ai eu un closer. Ouais, tu connais bien Bat en plus. Il a fonctionné que comme ça. J'étais au bord de le faire sauter à chaque fois. Je lui mettais ultimatum. Juste après l'ultimatum, le mec, il nous fait des résultats de dingue sur James 2 aussi, semaines. il le connaît. Ouais. Ah oui, il a bossé avec Ouais. James aussi. Putain. Ouais. Tu sais, le mec, c'est l'équipe de foot qui est au bord de la relégation à chaque fois. Et juste avant le dernier match, hop, il rehausse la tête au-dessus Ouais. de l'eau, tu vois. Mais Et moi, ouais. j'avais une question pour toi, James. Donc, tu nous as parlé du fait que tu scales des infopreneurs, notamment par le biais de YouTube. Aujourd'hui, si tu pouvais nous dire un peu comment tu fais pour faire exploser un infopreneur, quelles sont, tu vois, les étapes à suivre concrètement pour y arriver? Sur YouTube. De manière générale, si toi ta strat c'est YouTube, parle de YouTube, mais plus globalement parce que on cherche pas à exploser sur YouTube, on cherche à exploser le business avant tout. Donc c'est quoi la strat plus macro, on peut dire ça comme ça, que juste strat YouTube, tu vois. Ok, ça marche. Alors, je vous la fais macro et puis je donne deux, trois petits trucs en même temps sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, ça peut aider, on sait bien sûr. Voilà. Avec grand Le plaisir. côté macro, c'est pour moi le principe, c'est d'avoir déjà deux origines qui sont simples. Donc l'origine YouTube, quand je dis origine, c'est des trucs de base, hein, YouTube, Instagram. Je sais que TikTok est un super bon vecteur pour faire du trafic et de la notoriété. Le problème, c'est que je pense que vous l'avez tous remarqué, c'est très compliqué de ramener les gens sur TikTok, sur YouTube ou sur Instagram. Alors tu peux faire des lives, tu peux leur demander d'aller forcément dans le moteur de recherche, mais il y a une sorte de bagarre qui se fait entre YouTube, Instagram et TikTok. Quand tu mets un lien de redirection, si tu n'es pas un petit malin à faire une page de capture de lead, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, pour tous ceux qui ne savent pas, tous ceux qui sont sur TikTok par exemple, et qui souhaiteraient rediriger plus facilement leur communauté sur TikTok, enfin excusez-moi, sur Instagram ou sur YouTube, on commence les petites astuces, ça vous va. Vous devez créer un lien. Ce lien-là, c'est très très simple. C'est une page de capture de lead, donc ça veut dire nom, prénom, adresse email. Du coup, la personne reçoit un email directement, donc faire une belle page qui donne envie de laisser son email, donc un cadeau, un bonus, une BSL, une manette, ce que vous souhaitez, quelque chose que la personne désire réellement. Donc voilà. Et du coup, quand la personne reçoit l'email, c'est dans l'email que vous lui mettez le lien de redirection de votre chaîne, de votre canal si vous avez un canal WhatsApp ou privé, ou encore de Instagram. L'idée, en fait, là-dedans, ça va être de capturer la personne pour la proposer d'aller sur des contenus peut-être parfois un peu plus longs comme YouTube, ou sur des groupes où vous allez pouvoir la citer plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup testé déjà de notre côté sur TikTok. Déjà, il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui n'ont pas réellement le budget par rapport à ce qu'on peut trouver sur YouTube ou Instagram. Il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui n'ont pas la même attention pour répondre aux messages privés ou aux commentaires. Par contre, TikTok est un vrai vecteur de vue. Voilà. On peut faire des très belles choses avec TikTok, mais c'est vrai que de mon côté, je n'ai peut-être pas assez développé les stratégies sur TikTok pour vous dire qu'aujourd'hui, ça serait mon principal réseau numéro un. C'est pour ça que je cherche à rebondir à la fois sur YouTube et sur Instagram. La première chose que je conseillerais quand on se lance sur YouTube et Instagram, c'est déjà d'avoir soit deux concepts, c'est-à-dire un concept que vous allez présenter en réel sur Instagram et en réel sur YouTube. Parce que ce qui ne marche sur Instagram ne marchera pas éventuellement sur YouTube et ce qui marche sur YouTube ne marchera pas éventuellement sur Instagram. Donc ce que moi je propose la plupart du temps, c'est premièrement quand vous travaillez sur YouTube, vos formats longs sont importants. C'est vos VSL de vente quelque part, si vous souhaitez le dire comme ça. Donc voilà. Et vos formats courts doivent être hyper en corrélation avec vos formats longs. Trop de fois, j'ai vu des infopreneurs faire des podcasts en format court, parce que ça ne demande pas beaucoup de temps. Voilà, les publier de temps en temps, mais pas trop sur leur chaîne, mais avoir des concepts complètement différents que le podcast. Finalement, les personnes se retrouvent avec une chaîne où ils font des réels qui va à 6-7 000 vues, et puis des podcasts, ou voire même, enfin, forcément des vidéos plus techniques qui ne dépassent pas les 300 vues. Qu'est-ce qui se passe? L'algorithme fonctionne plus ou moins comme ça. Je travaille pas sur YouTube, ne tapez pas sur les doigts, c'est une observation que je donne. Quand vous faites des podcasts et que derrière vous envoyez plusieurs vidéos techniques, si vous le faites de façon systématique, je dis une bêtise, de podcasts, de vidéos techniques, avec le temps, c'est bien, ça ne fera pas non plus exploser votre chaîne, genre à faire des centaines de milliers, mais vous aurez deux concepts qui marchent et qui fonctionnent. Vos abonnés savent pourquoi ils viennent. Mais quand tu fais un podcast, puis après tu fais un building public, puis après tu fais une vidéo technique, puis après tu fais une vidéo sur un entrepreneur, tu as bien compris que ton abonné qui s'est abonné à toi, il s'est abonné parce que s'il a apprécié, c'était la formule podcast.
Il a peut-être pas il est pas venu pour forcément regarder ton building public, ou il est pas venu pour regarder encore une interview d'une autre personne que tu connais pas du tout dans un autre domaine d'activité, qui peut être forcément, je sais pas, un pâtissier que tu interviewes pour savoir combien il a vendu de pain, et puis en fait tout le long tu fais des trucs, mais tu essaies de donner des histoires extraordinaires à chaque fois. Il faut avoir un fil rouge. Ton abonné s'abonne pour un concept. Si tu n'es pas capable soit de changer l'angle de ton concept, mais la base, tu veux la changer à 100%, ta chaîne, elle fera que fondre au soleil, tel forcément un iceberg. Ça veut dire que tu dois avoir une hyper corrélation entre tes réels et ce que tu proposes sur ta chaîne. Et au maximum, je ne recommande pas plus de 2 concepts sur une chaîne. Parce que plus de 2 concepts, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent pour les podcasts ne viennent peut-être pas pour la partie technique. Et ainsi de suite, ceux qui viennent pour la partie technique ne veulent peut-être pas avoir des podcasts. Le problème, c'est que YouTube, quand il a la notification et quand il présente sur la page d'accueil à tous tes abonnés dans les 2 premières heures le contenu, il voit si oui ou non ça plaît à ta communauté. Et si ça plaît à ta communauté, il va pouvoir forcément faire quoi? Quadriller des personnes qui pourront aussi plaire. Mais regardez, faisons un retour en arrière. Et c'est là, du coup, je vous demande à tous de prendre des notes pour ceux qui écoutent ce podcast, parce que là, c'est là la valeur, elle est là. Quand vous lancez une vidéo sur un podcast, YouTube se dit quoi? Ok, c'est un podcast, version longue, on va présenter aux gens qui aiment le marketing, forcément, qui ont déjà vu des podcasts similaires, voilà, et on va leur donner, du coup, cette impression-là. Donc, ça parle de marketing, et on envoie à tous ceux qui ont regardé des podcasts de marketing. Une semaine plus tard, tu reviens, et tu dis à ton algorithme YouTube qui a travaillé déjà une première partie sur ta chaîne, qui a bossé dessus, qui a travaillé sur les podcasts, tout ça, tu fais une vidéo technique sur comment faire croître ton agence sur Instagram. Ça n'avait rien à voir déjà avec les gens qui ont regardé le podcast, rien à voir avec le thème du podcast, et tu demandes à l'algorithme de recommencer de A à Z à recibler les personnes. Le problème, c'est que tu as déjà pris une barre au niveau de tes abonnés, parce que la plupart de tes abonnés ne voulaient pas voir cette vidéo, et surtout, tu mets une barre à l'algorithme. Parce qu'au lieu de dire à l'algorithme, on va viser les mêmes types de personnes, des gens qui regardent le podcast dans le marketing, là, tu demandes à l'algorithme de viser des nouvelles personnes. Et donc, tu lui demandes de recommencer à zéro. Sauf que lui n'est pas capable de recommencer à zéro. Il part toujours d'une base. Du moins, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai remarqué, c'est que quand tu veux aussi développer une chaîne YouTube, tu dois savoir comprendre quels sont les 3 piliers les plus importants. Sachant qu'il y a toujours un podium où il y a le numéro 1, 2 et 3. Le numéro 1, ça va être ta miniature avec ton titre. Ça veut dire que même si tu fais 10 minutes de vidéo, je dis une bêtise, et qu'elle est à peu près moyenne, si ton titre et ta miniature répond à un sujet tendance, parce que ça peut être tendance, ou à un problème existentiel actuellement, et que tu sais le présenter bien, et que tu sais te différencier des gens qui font les mêmes types de miniatures dans ta niche, tout de suite, tu sais que tu vas pouvoir t'arranger un certain nombre de taux de clics. Un bon taux de clic quand tu démarres une chaîne YouTube, c'est entre 10 et 15% pour avoir les 8 premières heures, minimum. Comme ça, au moins, vous le savez. Si vous êtes entre 10 et 15, c'est parfait, à 100%. Si vous êtes en dessous, vous savez que vous avez merdé. Et si vous êtes en dessous, c'est que ça peut aussi venir du fait que votre communauté, ça ne plaît pas. Parce que vos taux de clics que vous avez de la première heure, la plupart du temps, c'est votre communauté qui choisit si oui ou non elle plaît la vidéo. C'est pas genre la communauté de la personne qui retrate. Donc, c'est la communauté la plus proche, habituellement. Encore une fois, je n'espère pas dire de bêtises, c'est mon observation personnelle. Voilà. Donc, quand vous avez compris que simplement avec une bonne miniature et un titre, c'est génial. Par exemple, je dis une expression très simple. Un mec qui fait de l'investissement en bourse, il y a un problème. Par exemple, actuellement, il y a un souci entre l'Iran et l'Israël. Il y a les États-Unis qui sont en train de se placer, qui dit on contrôle l'espace aérien en Iran. Le problème, c'est qu'en Iran, il y a une partie du pétrole qui passe par un côté. Partie du pétrole. Même si l'Iran représente 3% du pétrole mondial, il y a 30% du pétrole qui doit passer automatiquement par le port, par un des ports en Iran. Donc, automatiquement, il n'y a pas trop le choix. Vous voyez le truc. Donc, ça veut dire que ça peut jouer énormément sur la montée ou la descente pour un investisseur. Là, tu fais une vidéo en disant Trump va bouleverser l'économie. Investir sur le pétrole, je dis une bêtise. Ta vidéo, tu as pour avoir 0 abonné, il y a moyen qu'elle pète. Et elle pète très fort. Et tu fais tes appels à l'action dans cette vidéo-là. Mais c'est pareil pour un entrepreneur. Quand il y a un sujet marketing très fort, par exemple, on imagine, je dis une bêtise, vous êtes dans le marketing, et en ce moment, il y a une grosse tendance sur TikTok Shop, et tu vas essayer de trouver un moyen de relier TikTok Shop, du coup, pour intriguer les gens avec un hook TikTok Shop, à tes stratégies à toi. Ça veut dire que tu vas utiliser le pouvoir du fait qu'il y a des gens qui sont en train de regarder ça en masse, que les gens qui regardent potentiellement cette niche sont intéressants, mais tu vas le relier à ton travail à toi. Et c'est là où vient la deuxième partie, c'est le hook. C'est comment prendre un sujet qui est complètement, potentiellement hors tendance pour toi, hors de ton travail, et savoir le fusionner avec ta niche.
Et donc, du coup, tu as une visibilité qui est incroyable. Voilà. Et avec un entonnoir qui est bon. À savoir qu'il ne faut pas le faire tout le temps et n'importe comment sur n'importe quel sujet. Sinon, tu récupères n'importe quoi comme abonné. Encore une fois, le but, c'est de viser 300 abonnés qualifiés plutôt que 10 000 qui n'en ont rien à faire de ta chaîne. Chaque précision, chaque chaîne doit avoir une idée, un concept. Ça, c'est le pilier numéro un. Une fois que tu sais gérer ton pilier numéro un, je vais te donner une deuxième stratégie. Ça va être la cohésion, ça va être la fusion entre un titre. Et écoutez bien, ça m'arrive toutes les semaines, hein, une fois sur deux. La cohésion entre ton titre et ta miniature est incroyable. Nous, en termes d'infopreneurs, on va dire de money maker, on peut se permettre sur nos miniatures, pas de se mettre en photo avec une Ferrari et avec un gros titre. On peut mettre une variable. Et en fait, j'ai remarqué, moi, je fais toujours 5 variables différentes. Une variable exclamative, interrogative, chiffrée, tu vois ce que je veux dire, et légendaire. Légendaire, c'est en mode il est le premier en France, le truc comme ça, donc un truc qui tape fort au cœur, qui va exprimer quelque chose d'une émotion. C'est 4 variables et je la mets avec 4 titres différents. Voilà, 4 angles marketing différents. Et je peux te le dire, j'observe tout le temps. Des fois, je commence sur la variable légendaire. Je suis directement au bout de 30 minutes à 10% de taux de clic. Je passe sur ma deuxième variable avec mon deuxième titre et je remonte à 12-13%. Ça, sur une vidéo YouTube, quand ça ne se fait pas en automatique? non, ça se fait pas en automatique parce que si tu t'amuses à le faire en automatique sur une petite communauté entre, je sais pas, 20-30 000 abonnés, voire même plus petite, bah en fait, ce que tu remarques, c'est quoi? C'est que le moment où tu as le plus de vues, c'est au début de ta chaîne, c'est dans les 2 premières heures, là où ça part un petit peu, les gens répondent. Alors après, attention, ça monte avec le temps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, le logiciel, je l'ai utilisé et j'avais remarqué que je commençais direct, j'étais à 9%. Parce qu'en fait, il testait plein de trucs et en testant plein de trucs, bah, il y a plein de trucs qui étaient à 6%, des trucs qui sont à 15%. Donc en fait, j'étais à 9. Et quand je regardais sur du long terme, bah, je finissais à 8. Par contre, quand j'utilisais moi-même mes stratégies à la mano, bah, je pouvais commencer à 9, finir à 10 et rester à 10. Bah ouais. Hmm. Bah ouais, je me suis dit, attends, il y a quand même 1%. Et 1% de taux de clic différent, moi, ça peut jouer à 2000, 3000 vues. 2000, 3000 vues, ça peut jouer à 5, 6 canadiens supplémentaires. Si c'est sur les off-high tickets, c'est 15, 20 000 euros de différence dans le mois. Ça peut aller hyper vite. Alors oui, ça fait la différence, mais ça peut aller très très vite. Donc cette observation, moi pour le moment, j'ai peut-être certaines personnes qui ont d'autres communautés arrivent à mieux utiliser l'outil que moi, mais moi actuellement, mon outil il est très simple, il est un peu à la mano avec ChatGPT, mais je peux jongler en fait et assez rapidement. Et on est tous, on est deux, trois, souvent deux quand on lance une vidéo, et directement si la vidéo dépasse un certain seuil, on change de sujet et on regarde comment ça se passe, jusqu'à trouver une stabilité, une augmentation et qu'on est bon. Et enfin, il y a un truc du coup que je trouve que actuellement qui est un peu cheaté. Si tu as un bon titre, une bonne miniature et que tu es capable de faire plus de un watch time entre, écoutez bien, entre 7 et 12 minutes sur ta vidéo YouTube. Donc, tu as le droit aussi, attention, tu as le droit de faire une vidéo de 30 minutes pour viser entre 7 et 12. Et bah, il y a, je sais pas, hein, peut-être que c'est un trick, j'en sais rien, mais tu as beaucoup plus de potentiel de chance que ta vidéo explose. Et ouais, vraiment, quand je dis elle explose, tu peux même voir ses nombres de vues faire le double que la première journée, jour après jour. Et enfin, un truc aussi que j'ai vu dernièrement, vu qu'on a créé plusieurs chaînes YouTube, YouTube actuellement met clairement en avant les nouveaux créateurs sur les nouvelles chaînes, pas les anciennes. Si tu as créé une chaîne depuis 2020 et tout ça, c'est différent. Mais si tu as une chaîne plutôt nouvelle, avec des nouveaux concepts, quelque chose qui est potentiellement à plaire, il va faire en sorte de, et j'ai l'impression encore une fois, de te montrer à beaucoup plus de personnes. Pourquoi? Parce que je pense que son objectif, en tant que forcément personne qui profite de la visibilité et du watch time des personnes qui sont sur leur plateforme, va de faire en sorte de donner envie en fait de faire plus de contenu. Donc souvent, tu as un vrai boost au départ. Voilà qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment le dernier truc. Une fois que tu as ça, il ne te reste plus qu'un truc à faire, comme tu m'as demandé, Baptiste, c'est la conversion. Ça veut dire que tu dois te dire quel est le meilleur tunnel de conversion. Et c'est là où toute la plus grande bagarre de l'infoprenariat commence. Chacun a son tunnel de conversion et tout le monde dit, lui c'est le meilleur. Ah, toi tu fais une DSL, tu fais pas de Weebly. Mais t'es éclaté, toi, mec, t'as rien compris, toi. Toi, tu fais rien. Toi, tu fais des challenges, tu fais pas de Weebly. Mais toi, mais t'es fou dans ta tête. Ne viens même plus me parler. Tu es complètement à côté de la plaque. Toi, tu fais de l'organique, tu fais pas des ads. Mais le ads, t'as pas compris, c'est la vie. J'en fais depuis l'année 2019, je suis multimillionnaire. Qu'est-ce que tu me dis? Et ces phrases, je les ai tous les jours. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec chaque personne, c'est que qu'importe le chemin que vous prenez, qu'il soit le plus stupide ou le plus smart ou le plus travaillé, l'objectif, c'est que vous pensez à une seule chose. Et ce qui convertit, ce qui marche pour vous, faites quelque chose de simple. Parce qu'à force de regarder des vidéos sur YouTube et vous allez taper à la porte forcément de Alex Hormozy et de tous vos fans, de tous vos mentors, vous oubliez le concret, qui est la simplicité.
ces personnes promettent de la simplicité, mais ne font pas de la simplicité. Et vous le savez. Mais ils promettent de la simplicité. Parce que cette simplicité ont peut-être marché pour eux il y a des années en arrière. Et dire qu'un Alexandre Hormozy aujourd'hui a un tunnel qui pue la merde, qui n'est pas travaillé, qui n'a pas de setter, qui n'a pas de closer, qui n'a pas une vraie machine de guerre derrière pour faire ses millions, oui, c'est facile de donner, moi j'ai toujours dit, de donner un conseil quand c'est un truc qui date d'il y a 10 ans ou quand c'est une personne qui dit de ta communauté, j'ai essayé une stratégie, ça a marché. Moi j'ai envie de vous dire, j'essaie des stratégies les plus simples tous les jours. Mon funnel, c'est un lien Calendly en dessous des vidéos YouTube, parce que je pars du principe que quand tu es capable de scripter une vidéo YouTube correctement, ça peut aussi bien servir de vaisselle. Voilà. Ok. Et ce principe-là, il est simple. Je pense que tout marche à 100%. Ce que vous faites marche. Les publicités marchent, les challenges marchent bien, les webinaires marchent bien. Trouvez simplement quelque chose qui marche pour vous. Et arrêtez de taper à la porte des autres tous les 3 mois pour trouver quelque chose qui pourrait potentiellement convertir un peu plus ou du moins vous appromets votre premier client. Vous savez, la conversion, c'est comme créer un business. Si tu changes tous les 3 mois de stratégie, tu n'auras jamais rien. Voilà. Garde ta stratégie, améliore-la jour après jour et tu verras, je te garantis, simplement, fais 8 heures de taf par jour sur cette stratégie convertie. Il est presque impossible à 99% que tu n'en ressors sans rien du tout. J'ai jamais connu une En fait, personne. c'est mathématique. C'est mathématique. C'est le trafic qui va driver les conversions. Enfin, il faut que le système tienne un minimum la route. Mais si tu as 30 personnes qui sont sur un Webi, évidemment, tu vas pas faire de thunes. Même s'il est optimisé à mort. Demain, tu as 100 000 personnes, bah, évidemment que tu vas faire de la thune, même s'il est absolument pas optimisé. Mais tous les systèmes marchent, il faut juste du volume et se concentrer sur l'acquisition en termes d'abonnés, de visibilité, tout ça. Effectivement, c'est un bon point d'entrée. Surtout que YouTube, il suffit que tu te lances sur YouTube, tu fais une vidéo qui pète. Derrière, toutes tes vidéos, toutes entre guillemets, vont un peu péter. Si tu fais à peu près le même concept, etc. Donc, il suffit Ouais, d'une bien seule sûr. vidéo pour que tout ton business y change. C'est ça que j'aime bien avec YouTube. Parce que sur Instagram, c'est différent. Tu fais une vidéo qui fait plusieurs millions. Ok, tu gagnes 5000 abonnés, mais derrière, est-ce que ces 5000 abonnés vont rester? Est-ce que les 3 millions de vues que tu as fait, ils vont pas forcément convertir? Alors que YouTube, c'est différent. Bien sûr. Vous utilisez un peu YouTube, vous en êtes où un peu là-dedans? William, c'est le cote de YouTube. Non, bah, pas du tout. Justement, en gros, ça a été un long sujet de débat. Au début, on a commencé à faire du business avant de faire la chaîne YouTube. Après, on s'est dit, tiens, YouTube, ça peut être quand même une bonne source d'acquise, mais YouTube, tu joues le long terme. C'est-à-dire que faut pas, enfin, peut-être que toi, tu as des strats et tout, mais pour moi, quand tu commences à investir du temps à créer des vidéos sur YouTube, tu vas pas avoir un ROI instantané dès le premier mois où tu fais des vidéos. Sauf si t'es genre un génie, t'as tout de suite la bonne strat, le bon truc et tout, mais la plupart du temps, tu vois, c'est des graines que tu plantes et que t'arroses au fur et à mesure. Et il faut le faire sérieusement si tu veux avoir des résultats. Nous, on a été assez inconsistants parce qu'on a enchaîné des pics de boulot où on n'avait plus trop le temps et forcément, c'était plus une priorité parce qu'il fallait faire tourner l'agence avant tout. Et là, on s'est repositionné un petit peu sur les différentes tâches. Donc là, je reprends justement sur la partie content où je vais être plus le visage de la compagnie, entre guillemets, sur les réseaux. Parce qu'on s'est rendu compte avec BAT, et c'est ce que tu as dit très justement tout à l'heure, c'est que sur la même chaîne, on avait trop de trucs différents. Il y avait des gens qui suivaient pour BAT, des gens qui suivaient pour moi. Les vidéos qu'on faisait étaient différentes et la personne qui faisait la vidéo était différente. Donc du coup, tu sais, c'est flou as fuck et ça performait pas plus que ça. Donc malgré tout, ça nous a rapporté des clients. Au début, ça nous a rapporté masse de clients dès les 2-3 premiers mois parce qu'on faisait peu de vues mais très très ultra qualifiés. Et après ça, en fait, l'algo, à un moment, tu as sponsorisé 2 vidéos, je crois, et l'algo nous a pris en grippe et on s'est fait enterrer. Après, il n'y avait plus aucune vidéo qui faisait de vues. C'était un truc de ouf. Bah, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, ne faites jamais de YouTube Ads sur des vidéos ou des campagnes d'abonnés. C'est le pire truc, même quand c'est archi ciblé sur des entrepreneurs, tu vois, tu peux cibler les abonnés de tes concurrents sur une vidéo que tu fais, une espèce de masterclass de fou. Derrière, en gros, YouTube se dit, ah putain, il est prêt à payer pour des vues? Bah, t'inquiète pas qu'on va le faire ramer. Comme ça, il va mettre plus dans la machine. En tout cas, moi, c'est ma perception. Ouais. Vraiment éviter ça. Après, il y a aussi un truc, c'est que dès qu'on a séparé la chaîne, William, il a fait une vidéo, elle a explosé. Donc, normalement, on faisait, je sais pas, on va dire X. T'as fait un 100 X, littéralement. Ouais, après, je pense qu'il y a beaucoup de curieux. Ce qu'il va falloir mesurer, c'est
sais combien de temps, tu sais quand tu sors ta première vidéo, t'as tous les gens qui te connaissent, qui vont dire ah t'as vu machin, il a fait une vidéo machin. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a cet effet aussi des fois où faut peut-être le tempérer un petit peu. Mais là, tu vois moi où j'ai beaucoup de mal, c'est faire des vidéos justement qui sont scriptées. Toi, tu dis que tu scriptes vraiment, tu sais, au mot près les vidéos pour tes clients, tu prépares des trucs archi carrés. Moi, je suis plus dans une optique où bon, je scripte quand même le hook et le concept, mais genre en mode je pose la cam et je parle parce que je suis meilleur sur ce format-là, je suis plus authentique. Et je regarde des vidéos que j'ai faites, même des VSL où j'avais archi scripté. Au final, tu sais, je me regarde et je suis ah, c'est un enfer. Donc au final, j'essaie de faire un espèce d'entre-deux ou de pas être trop scripté. Même pour les ads, tu vois, genre là, les dernières ads que j'avais fait, j'avais essayé de faire des scripts qu'on avait écrits Bats et genre, c'était, ah, c'est de la merde. Je me suis dit, vas-y. J'ai pris mon iPhone et genre, j'ai marché. Bah, du coup, j'ai marché. J'ai marché, je faisais des tours. J'étais dans le nord de la France, tu vois. J'étais dans une belle baraque et je faisais des tours de jardin. Je faisais des tours de jardin en me filmant et jusqu'à ce que j'ai une bonne idée. Et on a eu Il y avait une des ads, mouches une et heure. tout. Mais là, Ah ouais. encore une fois, il doit avoir un sacré jardin. Je faisais des tours de jardin et tout. Mon jardin, Non, c'était, 5 mètres carrés. non, mais j'étais en vacances, tu vois, c'était un Airbnb, tu vois, c'était, t'avais un truc Imagine. pas mal. Mais tu sais, en gros, je faisais le tour de la piscine, comme ça. Donc ça m'a mis du temps à avoir l'idée, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ah tiens, ça c'est pas mal. Mais c'est du coup, elle est très spontanée la vidéo parce qu'elle est pas scriptée, juste je parle. La monteuse, elle a fait deux trois cuts parce qu'au bout d'un moment, tu dis de la merde. Mais tu vois, c'est plus mon mode de création. En fait, il faut faire des trucs qui ressemblent à ta personnalité, étant donné que, en fait, si Mm. tu cherches trop à faire de l'optimisation sur absolument le truc qui marche, qui est censé marcher, bah, c'est là où t'as pas de résultat. Et là, on le voit très bien. Sur des trucs où tu l'as fait en mode ugly ads, ROS de 10 ou même de 15 sur du CA, sur du cash collecté, C'est quoi tu peux définir le mais VTRAT? enfin, c'est littéralement énorme. Donc, dès que tu fais ressentir qui t'es toi, Ugly Ad, c'est juste t'es en mode téléphone et tu te filmes comme ça et il n'y a pas trop de montage, il n'y a pas de trucs qui pop de partout en mode US, tu vois. C'est vraiment un truc très raw. Non. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois ce qui c'est Sander Stage aux États-Unis. Non, c'est pas aux États-Unis, c'est UK, je crois. En gros, sur YouTube, il a fait une vidéo en mode ultra raw. Il pose sa caméra, il est sur son setup, il est sur une chaise et il parle pendant 30 minutes. Cette vidéo, de base, sa chaîne, elle faisait du 30 000 vues, 20-30 Et 000 parce vues. qu'il a un bon Elle a combo, explosé à 600. petite miniature ultra épurée. Et sa miniature, c'est lui, juste lui en mode, il a pris une capture d'écran Et ça, tu vois, ça marche bien quand c'est cette à vidéo contre-courant. et Ça veut il a dire mis que juste un titre. quand tout le monde se met à faire des vidéos avec des minias qui sont hyper travaillées, t'as une minia qui est très brute, bah ça te fait stand out. Quand tout le monde refait des minias ultra brutes, derrière t'as une vidéo avec une minia qui est travaillée, ça fait, c'est toujours un peu ce côté réussir à prendre le contre-pied, genre verrer la tendance mais réussir à prendre le contre-pied ou être juste un tout petit peu en avance sur la trend, c'est ce qui fait toute la diff. Mais c'est tout un art, hein, ça faut être chaud de ouf. Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est sûr, ça fait demander. Bah ouais, Daniel Dalen, hein, qui a capté le truc avant et maintenant tous les vlogs Ouais. font ça, ils font moins D'ailleurs, de la vues, team, alors que la prod, elle on a parlait coûté, tout à l'heure elle a coûté bon. de la publicité YouTube. En fait, la publicité YouTube, faut jamais la faire sur son compte. Il faut avoir un compte externe dans lequel tu vas cibler. Et je dirais même mieux, il y a beaucoup de gens qui font pas attention, ça peut arriver. Alors, il y a certaines personnes qui font des retargeting, mais qui prend en fait les informations, qui changent du coup le pixel, qui amène le pixel dans un autre meta ads et qui prend une nouvelle chaîne tout en étant sur la même audience. Et en fait, tu retargetis ton audience à partir d'une autre chaîne qui n'est pas connectée à ta chaîne à toi, donc un autre ordinateur et tout le bordel pour éviter d'avoir tout type de soucis. Ça, c'est des personnes qui faisaient un peu à l'arrache. Euh, Là, tu parles de vidéos, enfin de d'ads YouTube qui ont pour objectif de faire des vues et des abonnés, ou tu parles Les deux. J'ai connu une personne qui faisait de la vente YouTube au site. objectif Vous de avez conversion. contacté en 2022. Il faisait 75 000 vues par vidéo. Je dis, ah, c'est pas possible. Un truc en plus, c'est pas ouf. Tu sais, je regardais ces vidéos, il y avait rien qui était bon. C'est pas de miniature. C'était genre des vieux graphiques sur les miniatures. Le titre, c'était un truc, comprenait rien. Elle faisait des 75 000, 100 000 vues. Et en fait, elle sponsorisait tout. Et toute sa chaîne était partie sur une sponsorisation. Mais elle me dit que par rapport à son offre, elle était grave rentable. Donc elle avait mis 20 vidéos. Écoutez, elle a fait tout sponsoriser, mais genre vraiment, elle était allée pas de main morte, tu vois. On me disait, ouais, un abonné, il a 400 vidéos, après il achète.
Et moi, j'ai un produit à 20 Mais 000 c'est dans clair, tous les cas. tellement pas J'ai cher. fait des placements crypto. Donc, moi, ça m'a bien. Je vis très bien avec ça. Ma chaîne, elle tourne super bien. Ah, comme quoi, t'as plein de strates aussi qui sont un petit peu moins connues ou autres, mais ouais, Ouais. mais il faut. Black De toute Hat. façon, il n'y a pas que, comme j'aime bien dire, vous savez, il y a tellement de gens qui Ouais, disent, et moi, c'est vraiment vrai. Et depuis le début, en fait, j'ai remarqué que s'il n'y a pas de. Et ça, vraiment, ce que je vais vous dire, je le pense à 100%, c'est que, comme a dit Baptiste, même un ugly ads, quelque chose où tu es sûr à 100%, et ça marchait que dans les années 2000, enfin, je rigole en disant ça, mais voilà, dans les années 2016-2017, ben, en fait, ça peut marcher. Il y a tout qui peut marcher. S'arrêter à dire que si tu n'as pas une stratégie, si tu n'es pas conforme à tes concurrents, ou forcément si tu n'as pas investi plus d'argent dans tes ads, c'est fini pour toi, tu es 6 pieds sous terre, hobby d'infoprenariat, c'est mort. Pas du tout. T'as toujours et moi, j'aime bien dire la meilleure façon de réussir, vous savez c'est quoi? C'est d'être alors ça va être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça m'aide aussi à le faire parfois. C'est que certes, j'ai rencontré les bonnes personnes, mais quand je rencontre les bonnes personnes, je ferme les écoutilles. Ça veut dire que si par exemple, tu rencontres un associé, tu fermes ton écoutille tant que ton business, il explose pas. Ça sert à rien d'aller développer 3, 4 autres opportunités pour te dire que potentiellement, il y en aura une qui explosera dans l'année. Ça, c'est vraiment risqué et puis en plus de ça, tu ne seras pas mettre ton énergie au bon endroit. Par contre, si tu sais fermer ton écoutille et genre, tu te concentres que sur le business avec ton associé et que tu t'arrêtes pas tant que ça marche pas. Mmh. Franchement, c'est la meilleure stratégie. Et tu peux faire des trucs pourris qui fonctionnent très très bien. Parce qu'il y a personne qui remet en cause ta stratégie. Tu sais, quand les gens, bah, moi je leur dis, quand vous regardez un podcast comme ça, vous sortez en disant, putain, moi j'avais une stratégie YouTube, c'était pas celle-ci. Ah, c'est chaud ce qu'il a dit, il faut tout que je change. Ne le change surtout pas. Et c'est mon plus gros conseil. Fais les erreurs que tu dois faire. Mais c'est vrai, c'est horrible ce que je veux dire, mais ne change surtout pas. Parce que si tu es sur ce podcast et que tu regardes juste pour essayer de changer de stratégie, non. Prends des expériences ici, capte-les pour les prochaines fois, mais fais ce que tu as à faire, n'arrête pas. Et même si tu trouves que c'est stupide, que ça ne fonctionnera pas, va au bout. Il y a vraiment beaucoup plus de chances que ça marche avec ton truc tout pourri qu'avec les idées un peu optimisées qu'on te donne et tout ça. Pas qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il y a des étapes avant de le faire. Et qu'aujourd'hui, tu es dans l'étape où il faut que tu apprennes. Et que même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais je t'assure que si tu gardes ta stratégie pourrie et que tu abuses comme un porc, hein, c'est comme si tu étais dans une diète et que tu n'arrêtais pas de manger que des pommes pour maigrir, bah, même si c'est pas la meilleure chose ou le meilleur exemple, tu finiras par perdre du poids. Et là, si dans ces cas-là, tu finiras par avoir du résultat. Et donc, moi, ma Ouais, plus grande recommandation, c'est savoir fermer le cache, mettre un pas avant et avancer tout droit dans sa stratégie. Et c'est à chaque fois comme ça que ça a marché pour moi. Quand j'ai arrêté d'écouter les stratégies des autres. exactement. Et surtout, souvent, tu vois, on revient sur le truc de simplicité, mais les gens, ils veulent 100%. monter dans une Formule 1 alors qu'ils seraient pas capables de conduire un karting. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu veux le truc ultra optimisé, tout ça, mais tu sauras pas l'exploiter en fait. Donc tu vas être aux commandes d'un truc qui est trop complexe pour toi, où il faut avoir un niveau, tu vois, de précision et de connaissance de la machine qui est tellement loin que même si on te met au volant d'un truc suroptimisé, tu l'exploiteras pas aussi bien que si tu restes sur le système simple que tu as au début et que tu cherches à optimiser quelque chose de simple avant de sauter sur un autre modèle ultra complexe avec des automes dans tous les sens. Tu vas être au-dessus, enfin tu vas boxer hors de ta catégorie quoi. Et, euh, et ouais. Et d'ailleurs, ça c'est drôle. J'ai rencontré, bah tu sais, Vianney Bat. J'ai été tourné avec lui en carte de compète. Donc, tu vois, en mode vrai, je sais pas si tu connais un peu des KZ, c'est des cartes qu'ils ont en compétition qui montent à genre 150 km/h, tu vois. Donc c'est du carte sa mère, tu vois. Et au début, tu vois, tu montes dans le truc. Tu sais, normalement, une carte, ça broute un petit peu, tu vois, ça y va, c'est rigolo, tu vois, c'est quand il va avec les copains. Là, le truc, tu peux te foutre en l'air, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a, pareil, tu vois, au début, je me suis dit, wow, ok, tu vois. Oh, tranquillement, on va pas se surestimer, on va pas surdriver le truc. Et je me suis quand même foutu, tu vois, tu prends un peu en cours, je me suis foutu 3 fois, 2, 3 fois dans le bac, tu vois. Sortie de piste et tout, comme un peu, comme un con dans les graviers et tout. Et c'est la même chose niveau business, tu vois, tu vois, tu augmentes de catégorie au fur et à mesure. Et compare pas aujourd'hui ton level 1 avec le level 20, 30, 40 de quelqu'un d'autre. Ouais. Et Souvent, il y a, ouais, vas-y, c'est en, tu pouvais parler. tu vois, les petits créateurs qui ont du potentiel, des fois, ils vont se comparer à des mecs qui sont dans le game depuis 10 piges et ils vont essayer de dupliquer tout de suite leur stratégie, alors que des fois, ils tenaient un truc qui était intéressant, qui était différenciant, et en voulant faire la même chose que quelqu'un d'autre, ils se perdent un petit peu et ils mettent 1 an et demi à retrouver leur feu intérieur et leur direction, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'Hormozy, c'est une personne incroyable, mais c'est aussi la chaîne la plus néfaste pour un débutant. Parce que ça va lui mettre des idées dans la tête. Le mec, il va commencer une chaîne YouTube, il va faire un méga tunnel de vente qui va lui coûter 90 balles par mois, il va faire des retargeting, active campaign, ça va lui coûter super cher. Il va faire forcément des ads avec du coup de la capture et donc du coup ça va lui coûter cher.
Il va mettre un call caller qui va lui coûter peut-être avec un fixe et un pourcentage en commission. Il va mettre un closer qui va essayer de négocier un peu sa part et qui va lui dire, moi, je te mets un système de tracking, conversion à la fin du mois, UTT, et ben, je te le fais payer 1000 balles en moins par mois. Et en fait, le gars, il a un truc hyper optimisé, certes, et il sait même pas encore comment faire son acquis. Ouais, c'est ça. C'est que là, tu montes dans une Formule 1 et tu sais pas encore conduire. C'est exactement ça. Alors qu'au début, tu peux avoir un truc vraiment, tu vois, on va dire low friction, comme tu dis, tu vois, tu plugs un Calendly, tu essaies de te concentrer sur ce qui a le plus important en haut, c'est ton concept, comment tu arrives avec ta méthode, et derrière, tu optimises au fur et à mesure. Mais déjà, pour moi, c'est une connerie de recruter closer setter tant que tu fais pas un minimum, allez, grand minimum, 7-8 000 balles par mois en vendant toi-même ta propre offre, tu vois. Grand minimum, tu vois. C'est exactement ça. Moi, je pense, c'est ça, à peu près 10K. Je pense Ouais, que 10K en vrai. tout dépend si 7-8, voilà, tu vois, ça dépend de ton offre aussi. C'est pour ça que je prends large, mais en dessous, c'est pas ultra utile. C'est pas ultra utile. Et souvent, tu vas mal recruter. Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. Alors oui, un débutant, mais là on parle vraiment, enfin on parle pas aux débutants. On parle à des gens qui sont déjà un peu établis, qui font un peu de business, tout ça. Euh, je suis pas d'accord avec la machine ultra optimisée quand il y a de l'argent que tu dépenses qui est en jeu. Je prends un exemple très concret. On a lancé 2 campagnes marketing. Les 2 campagnes marketing avaient un objectif de conversion qui était différent. Euh, et l'algo optimisait sur ces 2 objectifs différents. Et c'était les mêmes ads, c'était deux funnels d'acquisition différents, les deux qui sont censés, entre guillemets, marcher. Un, c'était lead magnet VSL book a call, et l'autre, c'était opt-in VSL book a call. Donc la différence, elle n'est pas énorme, mais voilà, que vous sachiez. Euh, Sur le papier, quand on analyse la campagne numéro 1, il y avait des rendez-vous 3 fois moins chers, il y avait des leads qui étaient 4 fois moins chers, et derrière, on va dire, il y a ça. Sur la campagne numéro 2, donc les leads 4 fois plus chers, les rendez-vous 3 fois plus chers. En revanche, quand tu regardes vraiment la data macro et que tu prends beaucoup de recul sur le business et t'analyses et t'optimises pas tes ads sur du lead et sur des rendez-vous, tu te rends compte que le taux de conversion de l'équipe sales suite au rendez-vous euh, planifié depuis la campagne marketing numéro 2 le taux de closing était 5,8 fois plus élevé que sur la campagne numéro 1. Et le coût par acquisition client, donc c'est ce qui nous intéresse, c'est combien de cash on a injecté dans la machine pour rapporter à un client. Quel a été le ROS, quel a été le CPA. Il était 2 fois plus cher sur la campagne numéro 1. Alors que de base, toutes les datas nous montraient que la campagne numéro 1 était censée bien fonctionner. En fait, l'algorithme faisait que nous envoyer des leads de merde parce qu'elle n'avait pas pour connaissance de cause le fait que ces leads-là, c'était de la pure. Enfin, ils étaient prêts à être jetés à la poubelle et derrière, ça convertissait pas. Donc, je suis d'accord sur le fait que on peut avoir un système qui est pas du tout opti, mais quand il y a de l'argent en jeu, quand tu investis en ads, il faut day one avoir quelque chose qui tient la route, parce que sinon, l'algorithme, en fait, et tu le sais très bien, James, les algorithmes, c'est archi puissant. C'est-à-dire que tu lui donnes une donnée A, l'algorithme va tout faire pour te balancer sur les personnes similaires à cette donnée A, tu vois. Et si tu lui donnes de la mauvaise data, Non, sur forcément, il va faire mal. optimiser, c'était peut-être Donc, pas le bon. selon moi, c'est C'est primordial. complexifié que je voulais Un dire. petit aparté. C'était d'avoir, en fait, de partir sur un mode de conversion qui est assez simple au début, avant de rajouter, tu vois, des tunnels de fou furieux avec 14 steps. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Bien sûr, faut que ça soit Ah oui. optimisé pour convertir, mais faut pas aller Ah oui, surcomplexifier non. en pensant que c'est la complexité qui amènera plus de conversion. Après, vous, C'est dans le plus. money prise, vous apprenez les gens, on est d'accord? C'est plus un côté. Ça 100%. Moi, par exemple, moi, ce que je vends, c'est de l'organique. En disant que, et je le dis tout fort parce qu'on est différents, en disant que c'est dangereux de commencer des ads si on n'a pas réellement un budget nécessaire. C'est comme se lancer forcément dans l'apprentissage d'un certain sport et tu sais à 100% qu'il t'a 500 balles, quoi. Mais ça va pas le faire, tu vois, t'es pas sûr. C'est pas à 500 balles que tu vas devenir un grand champion. Et du coup, vous prenez quand même des clients qui ont un minimum, on va dire, de budget pour pouvoir démarrer des ads et tout ça, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Bah, en fait, il faut faire combiner les deux. Le, nous, chez Monétrie, comment on voit un peu les choses quand on va scale des infopreneurs, c'est l'organique, c'est très bien pour aller chercher un bac de cash. Tu sécurises la trésor. Si tu veux croître et avoir une vraie prédictibilité, évidemment que l'organique, ça va te servir. Dans tous les cas, c'est vraiment vision très long terme où tu vas faire entrer des thunes, tu vas construire et tu vas contrôler surtout ta réputation. Donc c'est trop important. Mais derrière, en complément de ça, tu es obligé, quand tu as un down en organique, tu fais quoi sur ton business? Tes closers derrière, ils vont se barrer, tu auras du turnover à mort, tu devras re-recruter, tu vas ralentir ton business. Enfin, tu vois, il y a trop de secondes conséquences négatives quand tu n'as pas un Alors, business qui est stable. en fait, nous, Et dans les maths, c'est l'approche ce que qu'on ça a, t'apporte. c'est que on va pas lui expliquer comment faire son organique. Parce que nous, on s'adresse à des personnes qui ont déjà réussi à faire quelque chose avec de l'organique. Ah, d'accord. Tu vois, l'accompagnement, il n'est pas sur l'organique. On n'est pas du tout sur la stratégie pure YouTube, tu vois. Ouais. On peut peut-être shooter une idée ou Ouais. deux, tu vois, quand on fait une réunion par rapport à des trucs qu'on a vu qui ont bien marché ou que ce que font certains concurrents ou autres, mais c'est pas le cœur de l'expertise. Le cœur de l'expertise, il est dans l'écosystème qu'on va plugger derrière pour optimiser la conversion, les closers, les setters, la sales team. C'est vraiment ça le cœur d'expertise. Et derrière, Bat, lui, il a la capacité de pouvoir analyser tout le trafic avec Aeros, les campagnes marketing, tout ça. En général, si un média buyer, tu travailles en collaboration avec lui. Après, c'est dans ce que tu vas leur apprendre à faire. On va plus, par rapport à ton expertise, leur apporter la notion d'acquisition sur les ads que sur l'organique pur. Parce que je me considère pas, moi, comme un expert sur l'organique. Et Baptiste, je pense que toi non plus, c'est pas comme ça qu'on se revendique. Euh, ouais. Ah ben si, Donc on ouais, est tu vois, on est un peu chez c'est YouTube, pas hein. sur ça qu'on a un edge et il y a des mecs En plein plus talentueux. podcast. Ouais. Il y a des mecs beaucoup plus talentueux comme toi qui peuvent accompagner les personnes sur cet aspect-là spécifiquement, tu vois, sur le fait de optimiser sa chaîne YouTube. On va pas être là pour optimiser ta chaîne YouTube, on va être là pour optimiser la conversion du trafic que tu vas envoyer et sur le trafic qu'on va pouvoir générer avec des ads éventuellement, tu vois. Mais il faut savoir, je pense aussi compartimenter ton expertise parce que quand tu prétends être l'expert de tout, tu t'es expert de rien, tu vois. Donc, tu vois, nous, notre grosse expertise avec BAT, c'est les systèmes de sales team. C'est, tu vois, former des super bons closers, setters, les mettre en poste sur des top sales teams, d'avoir un track record comme on a la chance d'avoir en ayant travaillé avec des très gros, en ayant participé sur des gros challenges, en ayant des gars qu'on a formés qui ont brillé aussi, eux, de leur côté, sur des gros challenges. Ça, c'est ça, c'est ce pourquoi on a envie d'être connu aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est On a mais fait c'est enregistrer un au peu call avec l'IA. Nous, ouais. on est en train d'enregistrer les calls avec l'IA selon une grille. Alors, notre objectif d'ici, vous me dites, moi, nous, par exemple, d'ici Ouais. 60 jours, parce que là, on est en train de le mettre en place, enregistrement de chaque call avec l'IA des closers, ce qui va nous permettre que le meilleur closer, on va ressortir sa trame de vente et on va essayer de trouver le moyen, plus ou moins, de pouvoir appliquer une partie, sans forcément que chacun sa trame, hein. Bien sûr, c'est important. Donc, par exemple, un closer qui close à 55-60, on essaie de comprendre exactement comment il arrive à atteindre ses résultats. Voilà, dans les différentes compagnies, on va créer une sorte de feuille de notation, c'est-à-dire une feuille de critères que tous les nouveaux entrants vont avoir forcément en testing, soit en roleplay, soit forcément en testing devant un ou deux clients, voilà, plus ou moins qualifiés, et ils vont devoir suivre une structuration. Parce que ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que même les plus grands tchatcheurs, s'ils connaissent pas de l'offre et qu'ils sont pas structurés, ça peut leur mettre des mois et des mois avant d'être un bon closer. Vraiment, tu peux être très très bon, tu peux bien tchatcher si tu ne structures pas ton rendez-vous. La plupart du temps, attention, c'est pas une généralité. Bah, si tu ne sais pas présenter une offre, si tu ne sais pas faire une découverte des besoins, si tu ne sais pas faire une reformulation, si tu ne sais pas forcément aller atteindre les besoins du client, la douleur, et si tu ne comprends pas et tu n'es pas à son écoute, bah, il y a moyen, 70% de ton appel se transforme en une série d'objections. Tu vois, Alors, possible. là, on ouvre un sujet que j'adore. Et le seul truc où je te challengerai un petit peu sur ça, c'est que l'IA, quand tu vas plug sur les calls, elle va récupérer le transcript, mais elle va pas repérer l'intonation, la posture, Bien sûr. les silences qu'il va mettre. Et ça, c'est quand même alors ça va avoir de la valeur, hein. Ce que tu vas extraire, ça va avoir vraiment de la valeur sur la partie, on va dire, comme tu l'as dit, structure de l'appel, par quelle phase il passe. Mais tu peux faire dire la même chose à deux closers différents, selon l'attitude, le respect qu'ils inspirent, entre guillemets, en face, ils n'auront pas le même résultat. Et ça, tu le vois aussi à travers les intonations, ça veut dire que je peux poser exactement la même question que je donne à un de mes closers, au même prospect, entre guillemets, j'aurais pas la même qualité de réponse selon comment je me suis positionné,
comment le prospect me perçoit, tu vois, et le niveau de confiance qu'il a envie de m'accorder. Donc, ça, c'est des choses que l'IA ne peut pas encore capter parce que Bien sûr. elle capte pas la vidéo. Donc, nous, quand on enregistre, en général, on est soit sur TLDV, soit sur Fathom. Donc, on a le transcript de l'appel avec le recording. Et c'est pour ça que sur le coaching, il y a quand même une grosse partie, tu vois, où j'analyse avec le closer ce qu'il a dit, mais comment il l'a dit. Tu vois, là, typiquement, tu vois, quand le closer, il est en mode vicose comme ça, ouais, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Tu vois, t'as pas envie de me répondre, tu dis, c'est qui ce guignol? Alors que tu peux poser la même question. Ok, là, James, ça fait combien de temps là que tu es dans cette situation concrètement? Tu peux refaire un peu d'ACMR, j'ai bien aimé. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces trucs-là que l'IA peut pas encore capter. Et c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans juste le fait de donner un script. Il faut comprendre comment t'incarnes la bonne personne en face, comment t'incarnes la personne à qui on a envie de faire confiance et avec qui on a envie de travailler. Et sur les grands closers que j'ai, enfin mes top players qui sont vraiment à plus de 50% de manière régulière, c'est pas parce qu'ils ont un meilleur script que les autres, c'est souvent parce qu'ils arrivent à mieux connecter, mieux identifier les besoins, mieux montrer qu'ils sont en capacité de pouvoir emmener la personne à la destination. Et c'est ça qui différencie un closer lambda d'un vraiment bon closer. Ouais, ça c'est vrai. Bah là, de toute façon, là, pour tous ceux qui regardent William, c'est le papa, c'est le patron. On l'appelle El Patron. Donc, les aiguilles, si vous n'avez pas une. Ah, c'est papy. Si vous avez Dans ma pas une jeunesse, papy, c'est papy à ce stade. j'en ai closé des deals. En 2002. En 2002. Ah, c'est le papa, hein. En vrai, tu as réussi quand même à t'imposer comme un leader et coach, manager très fort avec le temps. Si on ne veut pas te saucer un petit peu, voilà. On appelle, moi, je sais que les gens t'appellent le bouclé, tu vois. Le bouclé. Ouais, je sors cool avec le bouclé. Ouais, non, mais après, ça fait pas si longtemps. En fait, là, pour le coup, j'ai tellement tryhard. J'ai eu de la chance, dans le sens où j'ai trouvé le business model, on va dire, ce qui est celui du closing, qui me correspondait de ouf, où j'ai assez rapidement performé. Et en plus, on va dire, j'avais peut-être un penchant naturel pour ça. Et en plus, j'ai bossé comme un porc. Genre vraiment, j'ai tryhard le truc. Ça veut dire qu'en l'espace de quelques mois, j'étais au level de mecs qui faisaient ça depuis des années, tu vois. Et en fait, avec l'effet cumulé, le fait d'analyser, je lisais tous les bouquins sur le closing, je les ai lus. Tous les gros leader de marché aux US, même en France, j'ai tout suivi, tout regardé, tout écouté, pratiqué, closé, ce qui fait que j'ai engrangé un max d'XP et ce qui m'a permis derrière de pouvoir transférer cette expérience aussi sur des équipes. Et après, ce qui valide, selon moi, tu vois, un bon manager, c'est pas que quelqu'un qui est un bon closer, c'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que les autres closent. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à valider après, où je me dis, tiens, j'arrive à transférer ces concepts-là en bas sur les équipes, peut-être qu'en vulgarisant ou dans ma façon de faire le truc. Et ça, c'est la plus grosse fierté, tu vois. Genre, quand j'ai un closer, typiquement, là, on en a quelques-unes. D'ailleurs, on a beaucoup de closeuses femmes qui sont exceptionnelles. Je vois une Anaïs, par exemple, qui sort d'un challenge. Je me dis, ouais, bah oui, écoute, j'ai pris plus de 10K là ce mois-ci sur du closing pur en francophonie, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui font du 10 à 20K en France sur du closing. Aux US, t'en as. Mais en France, tu commences à être dans le top 1% closer francophone, tu vois. Et quand c'est pas juste une seule closeuse, mais tu vois d'autres qui commencent à faire ce type de résultat, je dis, ah yes, ça fait plaisir. Et ça fait même pas un an, ça fait 18 mois qu'elle a commencé à closer, vraiment. C'est Je dis, ah, c'est cool. De toute façon, vous êtes Et après, Baptiste, vous êtes une fusion entre Baptiste, technique, forcément, mise en place, système, et toi, conversion derrière. Ouais, mais ils sont subrites. Ils sont subrites. En plus, si je suis au mieux, je me sens mal. Il a failli me baisser comme ça. Plus pour en laisser faire l'ambition. Le podcast, il a zéro sens. Je ne sais pas si tu peux envoyer ce podcast à un monteur, mais je pense que le mec, il va pas savoir quoi mettre au départ, hein, dans l'axe. nous, on est très free sur le modèle. D'ailleurs, on en parlait avec Massy. Ça veut dire que, en soi, je prends tellement de plaisir à le faire. Pour moi, c'est comme si je fais une visio avec des mecs inspirants. Donc, un coup, c'est moi, tu vois, genre, je te ramène toi. Un coup, Massy va nous ramener un gars. Un coup, c'est Bat qui nous ramène un gars. Et genre, juste, c'est des discussions avec des mecs smart où je me régale. Et j'en ai rien à foutre que ça fasse des vues ou pas. Genre, on n'optimise pas le podcast pour de la conversion. Pour le coup, c'est le truc en mode plaisir, tu vois. C'est vraiment le truc où je me dis, tu sais, je suis content d'avoir ces discussions-là. Et j'ai aucun objectif précis avec le pod. Tu vois, dans le sens où je me dis, ouais, il faut que le pod il fasse 10 000 vues dans à peu près 3 mois. Pour ça, je vais mettre telle stratégie en place, je vais mettre telle strat sur les minia. Genre, vraiment, c'est très raw. Ouais, c'est ça. C'est quand même super chelou pour deux mecs qui se En fait, l'objectif, Ouais, mais la conversion, on l'a fait. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est un truc où là, on se met zéro pression. On le fait parce que c'est tellement du kiff pur et dur, tu vois, que c'est comme mon golf du dimanche, tu vois. Ouais.
Ah, tu fais du golf C'est maintenant? non, je fais pas du tout de golf, mais tu vois, pour donner la tout à l'heure, en fait, c'est un truc où on va se partager notre réseau mutuellement à travers un podcast. Donc, il y a un format, tu vois. Et pour les personnes que ça intéresse, si dans ce qu'on dit, tu vois, ça en intéresse certains, bah, tu vois, on peut dire que ça pose quand même un peu notre nom sur la map. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pas optimisé pour la conversion, pour le coup, qui est optimisé pour le kiff. C'est vrai. Mais tu sais, c'est tellement énorme que tu me dis ça. Parce que quand j'appelle William, il est toujours à fond, il a pas le temps d'aller marcher et tout ça, mais il attend de kiffer avec ses potes, 1 heure et demie en pote. C'est ouais, monsieur, je suis là, posé, tranquille, je fais des pods un peu à gauche, à droite. C'est ma bulle Ouais. d'oxygène. Mais quand il est au téléphone, tu dis ouais, frérot, désolé, je suis à fond là. Ouais, ouais, gros. Mais tu vois, j'ai besoin de ça, du coup. Sinon, qu'est-ce que je fais, tu vois? À part aller faire ma séance de sport, je rentre, dac, je Ouais, bosse. c'est quoi, je vais J'ai- faire un j'ai- petit calcul pour William. William, tu prends 1h30 de pod, quoi, par semaine à peu près? Ouais, c'est ça. Plus ou moins, c'est à quelle heure? C'est milieu d'après-midi, fin d'après-midi, début Non, d'après-midi? normalement, c'est 9h du Ouais, mat c'est le jeudi. un Non, bon ok, début. le pire, d'accord. Donc, c'est le moment où tu travailles le plus. Donc, de 9h à 9h30. T'estimes combien ton horaire de travail, plus ou moins, ton vrai horaire focus, à combien tu le mets? Genre, combien tu estimes une horaire où William, il est à 100% dans l'heure? Plus ou moins. Mais ma meilleure fourchette de productivité, c'est le matin, en vrai. Ouais, bah, ça, je le sais, t'inquiète, y a pas de souci. Mais ce que je veux savoir, c'est à combien À combien? t'estimes une heure Longtemps? où tu es totalement focus sur quelque chose? Ah, tu vas me faire mal. Non, mais Eh, en vrai, faut te répondre sincèrement. Je dis pas 10 balles. Genre demain, il y a, ouais, bah ça, il y c'est les a, deux je sais pas, que une boîte c'est qui a ouais, besoin c'est d'un 1 heure de delivery. de coaching pur et Tu dur. proposes combien? C'est 500 € l'heure que je prends à l'heure actuelle. 500 € de l'heure. Ok, d'accord, ça marche. Et encore, t'as pas fait valoriser. En gros, là, simplement, tu viens en disant, regardez, je vous prends 500 balles et tout ça. Mais en fait, c'est même beaucoup plus parce que toi, tu vas valoriser ton heure par rapport à ce que tu as déjà fait marcher dans les autres boîtes et ce que tu es capable. Parce que l'heure que tu vas donner, eux, peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, x6, x7 sur leur chiffre d'affaires. Ah, bien sûr. Donc, tu peux bien passer, ne serait-ce qu'à 1500 à 2000, si ce que tu leur apportes dans l'appel sont des processus hyper performants pour faire un fois 2 fois 3. Donc, tout dépend de la promesse de l'appel aussi. Donc, on va mettre un petit 2000, ça ne te dérange pas parce que c'est pas non plus un truc régulier, quoi. On va mettre un petit 2000. Donc, plus ou moins, voilà. Ouais, tu vois, moi, 1 heure et demie, ce qui fait à peu près les 6 heures par mois. On fait 6 fois 3, ça fait 18. ah, c'est passé à 3000 d'un coup, là. Non, mais on fait, en gros, c'est 2000 de l'heure, on est d'accord. Ouais, oui, 2000 $, ouais. On fait 6. Allez, Ouais, ouais, c'est ça. j'ai un peu abusé. Ça, 12, si tu veux 12. Allez, on va dire 15 000 balles. Allez, on arrondit à 15 000 Moi, balles. il faudrait que j'ai un peu déconné sur les chiffres. Je me suis un peu lâché. Je m'excuse. Les calculs sont complètement erronés. Mais on prend 15 000. 15 000, c'est-à-dire que tous les mois, te permet à 9h du matin, tranquillou, de te dire, toi, personnellement, je vais te chiller à 9h du matin. Alors qu'en vrai, je pourrais gagner plus ou moins 15 000. Mais non, monsieur William a trouvé que c'était une merveilleuse idée d'optimisation. Ah là là, tu Mais veux c'est me bien, faire, hein? c'est bien Tu veux ça. me faire, le James? Mais c'est bien, parce que ça montre que ton plaisir passe avant tout. Tu me fumes, putain. Tu sais, après, là, je vais Moi, sortir Baptiste, je le du call. respecte. C'est le soir chez lui, il est posé, il fait un podcast. Le mec, génie. Ah, C'est très bien. je suis obligé de m'adapter aux autres gars du pod. C'est plus adapté à ton kiff. Parce que toi, là, c'est toi qui es en coup et c'est pas nous qui avons fait ça. C'est vrai. Putain, James, t'es en train de me faire. Dans 2 secondes, t'es en train de me faire questionner tous mes Et son pod, tous mes et juste coéquipiers. pour le répéter, son pod, le nom, ça s'appelle Ouais Gros. Le but, c'est de scale, d'optimiser. Le mec est tout dans le sens contraire. Je peux m'autoriser ce petit kiff d'1h30, putain. Non, mais Mec, je rigole, bien sûr. Je vais dormir. Cette nuit, je vais me coucher, je vais regarder mon plafond comme as. Je vais dire, putain, mais 15 000 balles par mois. Il va Qu'est-ce dire que à je sa peux me le femme, permettre? tu crois que je suis complètement en train de merder? Et sa femme va lui dire, attends chérie, tu fais combien de vues? Il va regarder ça, il va lui dire, Ah ouais, c'est ça. Ouais, bah là, écoute. Ça fait cher la vue, hein. non, en vrai, c'est super important parce que quelque part, ce que tu gagnes, c'est le golf. En vrai, tu fais du golf. C'est là, on reprend l'expression à Baptiste, tu fais du golf. Parce que tu gardes contact avec les gens, du coup, qui t'apprécient, qui t'aiment bien et qui aussi évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et au mieux de perdre du temps, de l'essence et un forfait au golf, bah, ce que tu fais, c'est qu'à 9h du matin, C'est de tu l'opti. fais du golf. Donc voilà, là, on a récupéré les situations. Donc en fait, tu es un génie. Mec, tu es un génie en fait. Mec, voilà. Changement, retournement de situation. On a repris le cycle Baptiste. Voilà. À moins C'est une question de et perception. en plus de ça,
Et en plus de ça, tu fais de l'argent dans ton golf parce que tu poses ces vidéos sur Internet et automatiquement, certaines personnes vont acheter tes produits. Tu vois, donc je rentabilise. En fait, je pourrais gratuitement t'appeler, tu vois, et personne n'est au courant. Alors que là, on va parler de business, on va avoir des trucs qui vont inspirer une fraction des entrepreneurs francophones qui ont la chance d'écouter ce podcast. Et derrière, ils vont avoir besoin de closer. Qui est-ce qu'ils appellent? Monétrise. Voilà. Donc tu vois, Là, à ce moment-là, tu lances une formation pour expliquer le concept. Faire du Voilà. boss en direct, Voilà. forcément, sur Greerside. Magnifique. Vraiment, en vrai, Incroyable. très bien. Je pense que c'est une excellente conclusion, ça, pour ce pod, James. Merci à toi. Je me suis régalé encore une fois. Je suis très content d'avoir perdu 3000 balles là tout de suite dans le cadre de cet échange parce que ça les vaut. Ta présence ici, tu nous honores et ça les vaut. J'espère que ceux qui ont écouté et qui sont encore là, mettez-nous un like, un commentaire pour le grand James qui sort de l'ombre. Hein. Je vous ai vraiment sorti un génie de l'ombre parce que James, c'est très rare les apparitions en public. Tu vois, c'est un peu Batman. Tu vois, c'est que dans la vie de tous les jours, vous le croisez, c'est Bruce Wayne. Et là, tu vois, on a Batman qui arrive sans son masque et qui nous dévoile des punchlines comme c'était le cas aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Merci le Bat, comme d'habitude. Un plaisir de fusionner avec l'associé. C'est pas le bon côté. Merde. Ouais, mais moi, Tu peux te mettre Allez, la team, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.